Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition un peu spéciale, un peu chaotique d'Internet Exploreuse. C'est parti pour le générique. Bonjour et bienvenue dans Internet Exploreuse, votre mensuel des cultures numériques. Merci si vous nous regardez en direct sur Twitch et YouTube. Merci si vous nous regardez en replay sur YouTube. Et puis merci si vous nous écoutez en podcast. On sait que vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter en podcast. Donc spécial dédié aux podcasteurs et aux podcasteuses peut-être. Moi c'est Lucie et comme chaque mois, j'ai à mes côtés Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour Lucie. Ravie d'être avec toi aujourd'hui. Grâce à mes cordes vocales extrêmement puissantes, je vais pouvoir vous parler de tout un tas de choses durant cette émission. Voilà, donc vous l'aurez compris, édition un petit peu spéciale car Héloïse a tout simplement perdu sa voix. Vraiment. J'ai plus de voix. Reparle une dernière fois. C'est pas gentil. J'ai plus de voix. Voilà. On va pas la faire plus parler parce que je m'inquiète vraiment pour ta santé. Donc voilà, une édition un petit peu spéciale d'Internet Exploreuse où je vais peut-être parler un petit peu plus que d'habitude. Mais Héloïse est quand même là déjà, parce que c'est une exploreuse avant tout. Et puis surtout, c'est une date très importante pour Internet Exploreuse parce que c'est notre premier anniversaire. Héloïse, un commentaire ? Youpi. C'est la fête. Pardon, j'ai vraiment avoir du mal à me faire un truc de synthèse vocale. Donc voilà, c'est notre premier anniversaire. Je suis super contente qu'on soit toutes les deux, puis toutes les trois. J'ai présenté notre invité tout à l'heure. Mais avant ça, je remercie évidemment nos soutiens Patreon. Je rappelle qu'Internet Exploreuse est une émission produite par Origami, qui est un média indépendant qui dépend en grande partie du soutien financier de ses Patreons. Pour info, le premier palier est à 3 €. Et pour une autre info, en ce moment, Origami propose une promotion jusqu'au 31 décembre, minuit, où vous avez moins 30% sur votre premier abonnement, que ce soit votre abonnement mensuel ou annuel. Donc n'hésitez pas à en profiter. C'est une promo extrêmement intéressante. Vous seriez très déçus si vous ne pouviez pas en profiter d'ici le 31 décembre à minuit. Allez. Bon, écoute, je vais te présenter Pauline parce que là vraiment je peux pas gérer moi toute seule avec la synthèse vocale. À ma droite, j'ai notre troisième exploreuse du mois et je suis vraiment ravie de te recevoir. Si vous suivez Internet Exploreuse depuis le début, vous la connaissez peut-être déjà un petit peu parce qu'on l'avait déjà interviewée pour Furax. Bonjour Pauline Ferrari. Coucou Lucie et salut Héloïse IA. Héloïsa, c'est pas mal. Comment vas-tu, Pauline ? Ça va très très bien. Et toi et vous, au pluriel ? Moi, ça va. Écoute, un peu fatiguée par la fin d'année, un peu fatiguée par toute cette expérience. Un peu par le chaos, tu veux dire. Un peu par le chaos. Mais en fait, c'est un peu l'ambiance, c'est le dernier cours de fin d'année à l'école où on met des cassettes et tout. C'est un peu. Où tu regardes un film et c'est un goûter de Noël où il y a des emballages comment ça s'appelle, de bonbons au chocolat partout avec des devinettes là-dessus, de repas de Noël. Exactement. Voilà. On a des bons becs au chocolat d'ailleurs, juste à mes pieds pour info. Pauline, tu es autrice, journaliste indépendante, spécialiste des cultures numériques et de féminisme et tu t'intéresses plus particulièrement au masculinisme en ligne. Absolument. Tu es l'autrice d'un essai dont on a déjà parlé, dont on va reparler, qui s'appelle « Former à la haine des femmes », publié aux éditions J.C. Lattès. Autrement dit, t'es une Internet Exploreuse, clairement. Tu explores Internet dans tous ses recoins et ça tombe bien parce que ce mois-ci, on va se demander comment retrouver un petit peu d'espoir en ligne. Donc peut-être que ça va te changer un peu de tes sujets un peu déprimants des masculins. Ah, de l'anxiété et de la dépression. Voilà. Un peu d'espoir pour finir l'année. On s'est dit que ça serait sympa. Bref, avant toute chose, avant de démarrer cette capture d'écran, on va tout de suite ouvrir ton compte privé. Allez, c'est parti, Je te sens pas très rassurée, Pauline. Ah, ça a été, c'est toujours à exposer une partie de soi-même et de ses failles, j'ai envie de dire. Et moi, je pense que j'en ai pas mal en ce qui concerne mon historique. Je rappelle pour nos éditeurs et nos auditrices pour qui ça serait peut-être la première émission. Donc, Compte privé, c'est notre rubrique dans laquelle on pose une sorte de petit portrait chinois de nos habitudes en ligne, mais à notre invité, pour découvrir un petit peu ses failles, ses recoins les plus sombres. Alors, je prends la main car, comme vous l'avez compris, Héloïse va pas être très opérationnelle dans cette émission, mais c'est Héloïse qui a préparé le compte privé avec toi. Absolument. Mais je vais tâcher de me montrer à la hauteur. La première question qu'on t'a posée, c'est
c'est quoi ton premier souvenir d'Internet ? Alors, je crois que j'ai répondu, mon premier souvenir d'Internet, moi, c'est beaucoup les jeux de filles. C'est-à-dire je tapait sur... Nice. Typiquement. Parce que j'ai pas eu Internet chez moi avant le début de l'adolescence, je pense. Et par contre, j'avais un grand cousin qui avait un ordi, etc. Et qui avait le jeu Kiri sur disquette. Le jeu Kiri ? Apparemment, il y avait un jeu Kiri sur disquette. Attends, Kiri le fromage ? Ouais. Hein ? C'était un jeu qu'on avait dans les Kiri, enfin bref. Mais peut-être que c'est un Lost Media ou c'est moi qui l'ai totalement halluciné. Bref, il y avait ça. Est-ce que tu te souviens d'un jeu Kiri au jeu la tête ? Non. Non. Mais peut-être que peut-être qu'il y a une faille spatio-temporelle dans laquelle ce jeu a existé. Et j'allais beaucoup sur jeux de filles et pour habiller des petits persos et trucs comme ça. Ça a été mon premier contact avec le gaming, les jeux de filles, enfin voilà. Non mais je comprends. C'était très relaxant. Je pense qu'on est très nombreuses à avoir eu cette première expérience en vrai. Ouais. Moi j'allais beaucoup sur Bébé Valley. Est-ce que vous avez connu Bébé Valley ? Pas du tout. Bébé Valley, c'était une sorte de Tamagotchi où tu élevais des bébés, mais genre du coup t'en élevais pas qu'un, t'en élevais genre 15. Ah ouais, donc t'élevais une ferme de bébés. J'allais dire une ferme. Moi j'allais sur oh putain ça va pas être possible. sur Miniclip. Ah mais oui, de fou. Et il y avait des trucs de baston de politiciens américains. Voilà. Oui, je me rappelle de ça sans même connaître. Au plus, c'est pas trop un jeu de filles. Il y avait aussi. Il y avait aussi des jeux de filles. Très bien. Deuxième question, la dernière vidéo que tu as regardée sur YouTube. La dernière vidéo que j'ai regardée sur YouTube, je regarde beaucoup de contenu essais, entre guillemets, sur YouTube. Beaucoup j'allais dire en américain, n'importe quoi, en anglais, vivement les vacances. Et de plus en plus, il y a des chaînes françaises, et notamment, j'adore la chaîne de Sabine, et sa dernière vidéo, elle est sur la loi de l'attraction. Et en gros, est-ce qu'on manifeste ou pas certaines choses ? Est-ce qu'on est capable de Ouais, c'est ça. Est-ce que la loi... Et elle fait beaucoup de contenu sur justement le développement personnel et elle tricote un petit peu. J'aime beaucoup sa chaîne et la chaîne de Réflexion Basse, pareil, qui est des vidéos essais plus sur les questions politiques, de capitalisme et de ce qui se passe sur Internet. Sabine, c'est son pseudo du coup ? Sabine, c'est son pseudo. Ouais, vous pouvez la retrouver sur YouTube et ses vidéos sont super qualitatives et c'est un peu toujours autour de tout ce qui est ésotérisme, New Age et elle détricote un peu. Et son dernier épisode, il est avec le podcast Méta de Choc que je conseille aussi, qui est hyper cool sur le conspirationnisme et voilà, ce genre de théories un peu New Age, ésotérique et tout. Moi, je trouve ça trop intéressant. Et ces genres de vidéos qui se laissent regarder et puis même écouter. Enfin, je fais partie des gens qui mettent beaucoup de vidéos en fond ou de live Twitch en fond pour travailler. Et je trouve que ça se regarde tout aussi bien que ça s'écoute pour le contenu de Sabine. Okay. Oui, il me semble que tu fais partie des podcastos et podcastas d'Internet Explorer. Exactement, je podcaste énormément et y compris les émissions qu'il y a sur Internet et YouTube et tout parce que je sais pas, je suis plus une audio girl peut-être qu'une watch girl. Je comprends. Troisième question, le dernier mème qui t'a fait rire. Alors dernier mème qui m'a fait rire, comme c'est la fin d'année, moi j'adore les récaps de fin d'année. Mais parce que j'adore les listes, j'adore les bilans, j'adore les trucs comme ça. Et donc forcément, le Spotify Wrap, je l'attends chaque année avec beaucoup d'impatience, mais à tel point que chaque année, je regarde sur Google quand sort le Spotify Wrap. Et je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, chaque année, je suis déçue de mon Spotify Wrap. Parce que entre ce que je m'attends à ce qu'il y ait et la réalité, c'est jamais le cas. Mais j'adore le fait que ça a été repris par énormément de comptes, notamment sur les questions de santé mentale ou de droits LGBTQIA+, qui reprennent en fait un peu ce motif pour voilà, bonjour anxiété, j'adore ce compte et c'est voilà, vous avez passé plus de 8000 heures à vous inquiéter. C'est un résumé de mon année. Ça fait combien d'heures par jour? Ça fait oula, voilà, vous avez passé beaucoup de minutes à scroller pour éviter vos pensées. Et je trouve que c'est en fait intéressant comme format pour parler de ces sujets-là qui sont d'habitude assez lourds, l'anxiété, la santé mentale, la dépression, ce genre de choses. Et voilà, ça, il y en a beaucoup sur la bisexualité. Et moi, vraiment, tout mon Spotify Rap, c'est You're Being Bi. Et du coup, ça me fait beaucoup. Chapelle Roanne. Il y a du Chapelle Roanne, il y a du, en francophone, il y a du Zao de Sagazan. Voilà, on est sur de la bi energy full, quoi. Et je trouve ça cool, en fait. Enfin, je trouve que c'est un format qui est cool. Sans oublier, bien sûr, que Spotify, en termes à la fois de données personnelles et en termes de conditions de travail, c'est vraiment pas ouf. Mais du coup, je trouve ça intéressant quand il y a d'autres gens qui se réapproprient
un concept qui, à la base, le Spotify Rap, ça a été créé par une stagiaire qui s'est fait totalement voler son taf, non il me semble que c'est ça l'histoire. Donc, je trouve ça chouette que ce soit quelque chose qui circule aussi et que du coup, les gens se le réapproprient aussi pour dire c'est pas juste Spotify qui fait son truc chaque année et maintenant ça devient quelque chose. Et maintenant, j'ai l'impression que tout le monde fait son rap aussi de fin d'année. Là, j'ai reçu le rap de la SNCF. Moi aussi. Mon train, c'était quoi la rétrospective. La rétrospective. Et moi, j'ai même eu mon... T'avais combien de kilomètres ? J'en ai fait beaucoup cette année, mais je crois que mon plus gros trajet, c'est Paris-Toulouse, voilà quoi. Mais et j'ai même eu mon Goodreads de l'année, genre mon top des livres lus cette année. J'étais en mode, enfin c'est bizarre. Enfin, j'adore les bilans et en même temps c'est étrange. Moi j'ai aussi une relation un peu particulière au bilan où je comprends le plaisir. Le rap pendant longtemps ça me faisait vraiment marrer parce qu'en plus moi j'ai des écoutes assez chaotiques en ligne, donc je trouvais ça assez rigolo de voir les trucs qui surnageaient. Moi là cette année mon rap m'a un petit peu déçue. J'ai pas trop compris pourquoi certaines choses remontaient, etc. Et j'avais lu un article sur le magazine Wired qui émettait la possibilité que le rap maintenant utilise pas mal d'IA. Oui, j'ai vu passer cet article-là. Notamment pour, tu sais, il y a tout un truc où il te donne tes moods, etc. Et où du coup, c'est pas c'est pas de la curation vraiment de contenu. Et du coup, personnalisé. c'est moins rigolo, quoi. Donc, tu veux dire quand c'est fait par des IA, c'est moins rigolo? Souvent, oui. Souvent. C'est d'accord avec. Donc voilà. Très bien. Le dernier truc que tu as appris sur Wikipédia. Le dernier truc que j'ai appris sur Wikipédia, c'est il y a quelques mois, on m'a offert un super spectacle qui s'appelle punk.e.s et qui est sur l'histoire des Slits, qui est considéré comme étant le premier groupe punk féminin britannique. Et j'avais adoré ce spectacle. Et comme souvent, quand je vais voir des œuvres culturelles au cinéma ou au théâtre, j'oublie pendant 3 mois. Et après, un soir, j'ai une espèce de folie compulsive où j'ai besoin d'aller tout chercher sur l'œuvre en question. Voilà, ça m'arrive. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps sur les sites et savoir en fait qu'est-ce qu'elles étaient devenues en fait ces femmes-là, parce que donc ça a été un des premiers groupes punk féminins britanniques à la même époque où et de reggae en plus. De reggae aussi au même moment que les Sex Pistols et les Clash. En fait, elles ont sorti leur premier album où elles étaient en plus torse nu dans la boue. Enfin, pour un groupe exclusivement féminin, à cette époque-là, c'est fou, quoi. Mais elles ont sorti leur album la même année que London Calling et enfin voilà. Donc elles se sont fait totalement oublier et elles ont essayé de se remonter au début des années 2000 et pareil là re-oubli. Et en fait je me suis dit mais comment ça se fait? Et voilà, j'ai voulu savoir un peu comment ça se faisait que ces meufs-là elles ont été totalement invisibilisées et surtout sur ce type de musique que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve ça très intéressant. Les Slits c'est très très cool comme musique. Très bien. Dernière question, ma préférée. Pauline, en plus que je connais la réponse. Tu connais la réponse. Tu avais un Skyblog? Ouais, j'en avais 3. Et Lucie le sait parce que on a parlé Skyblog toutes les deux. Je crois que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, toi et moi, c'est quand je faisais mon podcast pour Binge sur les Skyblogs et je t'avais interviewé. Ouais, tu m'avais même demandé si j'avais été Blogstar et je t'avais dit pas du tout, malheureusement. Mais ouais, j'avais 3 Skyblogs et pour moi, Skyblog, c'est hyper important dans ma construction identitaire. Bon, j'avais un Skyblog perso où je mettais mes selfies cul de poule comme ça, pris comme ça. J'avais une grosse mèche en plus à l'époque avec du col noir sous les yeux. Toi aussi? Ok, bon, ça me rassure comme ça. Voilà. Et plein de poèmes hyper dark en mode la vie, c'est nul, mes parents sont trop nuls et un jour, mais grave. Tu devrais retenter la mèche, Héloïse. Je pense. Avec du petit Evanescence en fond, tu vois. Ouais, et après, j'ai fait beaucoup de fanfiction. Alors, comme beaucoup, une fanfiction sur Harry Potter, que j'assume plus du tout, vraiment, voilà. Et j'avais une fanfiction sur mon groupe préféré de l'époque, qui était les Bébés Brunes. Voilà, je m'en veux. C'est quelque chose que j'assume pas du tout aujourd'hui, mais alors, écoute... je sais pas si tu veux nous en dire plus, mais ta fanfic Bébés Brunes, est-ce que c'était genre, je me mets genre... Pauline de Toulouse rencontre les Bébés Brunes ou... C'était un peu la vibe. Mais c'était pas genre moi, c'était un peu, tu sais, comme toutes les fanfictions, même One Direction et tout, cette espèce de scénario un peu classique où genre tu es une jeune fille et t'en as rien à foutre de la musique populaire et puis en fait tu rencontres le groupe de tes rêves et t'es pas impressionné parce que pour toi c'est pas vraiment des stars et puis en fait ils finissent par... Je vais à un concert mais je préfère lire du Kant. Exact, non mais c'est grave la vibe et je crois que dans mon histoire c'était genre je devenais comment on appelle ça, les personnes qui bossent en technique, comme dans les tourbus quoi, les trucs comme ça, les roadies, merci beaucoup, et que je devenais roadie des Bébés Brunes. Voilà, ce qui est
Je sais pas quoi faire de ces infos. Et malheureusement, quand les skyblogs ont fermé, j'ai essayé de retrouver ces skyblogs-là, en tout cas de fanfiction, avant que ça ferme, parce que je pense qu'un jour ça vaudra quelque chose, quoi, tu vois, sur le darknet. Mais je les ai jamais retrouvés. Et c'est une petite déception parce que je me dis, j'aurais bien aimé me retrouver moi à 12-13 ans, en termes d'écriture, quoi, et tout. Voilà. Fun fact, j'ai fait découvrir à Sylvain l'existence des bébés brunes hier. Quoi ? Mais non. Parce que je parlais aux garçons d'origami, il y a un podcast qui vient de sortir sur Binge Audio sur l'histoire des baby rockers. Je l'ai écouté. Écrit par Zazie, j'oublie son nom de famille, je suis désolée. Qui était la batteuse des plasticines. Qui était la batteuse des plasticines et qui est maintenant journaliste et qui raconte un petit peu ce qui s'est passé. Alors, il n'y a pas d'intervention des bébés brunes, mais elle parle notamment des bébés brunes. Et je crois qu'ils interviennent pas dedans parce que ça fait partie des seuls qui, pour le coup, ont continué la musique. Ils tournent encore, pour le coup, les bébés brunes. Et notamment son chanteur qui a fait sa carrière solo et tout. Je connais beaucoup trop de choses encore maintenant sur les bébés brunes. Mais le podcast est vraiment très chouette à écouter. On va croiser Pauline. Non, je peux pas. Non. Si tu peux me le dire à l'oreille, je peux le dire. On va croiser Pauline à un concert d'Adrien Nougaret. Sylvain, il en peut déjà plus. Sylvain, c'est que l'intro. Accroche-toi. Ok, dernière question de ton compte privé. C'est une jolie question, ça. Qu'est-ce qui a disparu en ligne et qui te manque aujourd'hui ? Je crois que cette question-là, moi, ce que j'avais répondu, c'était, comme d'autres de vos invités, je crois, vous l'avez dit aussi, mais moi, ce qui me manque, c'est de me perdre et le côté un peu inattendu. En fait, les rabbit holes me manquent, dans le sens où je pense qu'il y a encore des rabbit holes sur Internet, mais je suis un peu fatiguée d'une homogénéisation de l'Internet qui fait que j'ai l'impression que de plus en plus, mes pratiques en ligne se suivent et se ressemblent. En fait, j'ai l'impression qu'il y a 5 ou 10 ans, j'avais beaucoup plus de chances de tomber sur des trucs que je connaissais pas du tout, que ce soit en termes de chaîne YouTube, que ce soit en termes de compte sur Instagram. Enfin, je me perdais vachement plus et du coup, je découvrais plus de choses et ça nourrissait aussi ma créativité. Là où j'ai l'impression que maintenant, on est dans une forme très lisse, très violente aussi. Et ça me manque un peu cette innocence d'ouvrir Internet en ne sachant pas ce que tu vas y trouver. Ouais. Et en se disant, mais c'est une exploration justement d'ouvrir ton navigateur et d'aller sur Internet. Là où maintenant, je regarde toujours les mêmes sites, les mêmes... Et j'arrive pas à savoir tant si, et c'est une belle transition, une pratique individuelle. C'est-à-dire, est-ce que c'est, entre guillemets, moi qui surfe mal ou qui surfe plus comme avant ? Ou est-ce que c'est une histoire de construction du web aussi ? Et voilà, transition vers ma capture d'écran. Et il y a une perceuse qui vient de se déclencher. Vraiment, cette émission, elle est d'anthologie. Elle est chaotique, comme on dirait. Merci beaucoup pour nous avoir ouvert. Merci beaucoup de nous avoir ouvert ton compte privé. Merci Pauline. beaucoup pour cette question. Effectivement, tu m'as fait une excellente transition pour ma capture d'écran qui va porter justement sur construire peut-être un nouveau web. Ça fait 1 an qu'on fait cette émission. En 2024. Bon anniversaire. 1 an qu'on fait Internet Exploreuse. Merci beaucoup. Et il se trouve que ça fait 1 an qu'on est quand même, je trouve, relativement pessimiste sur Internet. Si on fait un peu le bilan, calmement, on vous a parlé d'un web qui se merdifie, du capitalisme qui accélère, de l'eau qui vient à manquer, d'Internet qui pourrait disparaître, d'une IA qui pourrait nous submerger. Bref, n'invitez pas les Internet exploreuses en soirée, hein, on va vous mettre une sale ambiance. Donc je me suis dit, bon, moi je suis plutôt du genre à voir le verre à moitié plein, et je me suis dit peut-être quand même qu'il y a des raisons de se réjouir, parce que le moment où on se rend compte que tout va mal, c'est généralement le moment où on a envie de faire bouger les choses. Ou en tout cas, c'est le moment où on arrive à mettre les mots sur ce qui est en train de se passer. Grosso merdo, quand le costume craque, c'est là où t'as un peu envie de tirer sur les coutures. Donc moi je me suis dit, puisqu'on a tant parlé de ce qui n'allait pas dans le web commercial d'aujourd'hui, en 2023, en 2024, pourquoi est-ce qu'on ne réfléchirait pas aujourd'hui concrètement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer, ce web ? Est-ce que c'est encore possible de construire un autre web ? Comment on fait concrètement ? Et puis d'ailleurs, comment est-ce qu'on construit un web meilleur ? Parce que c'est pas si évident comme question. Donc ça sera le thème de ma capture d'écran, de cette dernière capture d'écran pour l'année 2024. Et je vais commencer par une question à Pauline et à Héloïse, si tu en sont capables. Est-ce que vous sauriez me décrire, si je vous demande d'imaginer un site web, web bête et méchant, un peu lambda, et que vous me faites une liste un peu des éléments qu'on retrouve sur beaucoup de sites web, est-ce que vous sauriez me dire quelques éléments qui vous viennent en tête ? Un menu. Un menu, ouais. J'allais dire, des informations en bas de ces conditions générales d'utilisation, tout à fait. ce genre de choses. Uh-huh. Voilà, très technique.
Pages, des blogs. Des pages, des blogs. Des onglets, ouais. Ouais, tout à fait. Différentes, et de la pub. Oui, non mais c'est une excellente... Je suis en train d'imaginer des grosses pubs sur le côté. Ouais, espèce de pub, à la Facebook. Ouais, c'est ça, qui prennent un peu les côtés. Bah tout à fait. Tout ce que vous m'avez décrit, bah, c'est à peu près ce qu'on retrouve sur. C'est à peu près en ce cas l'image qu'on peut avoir du web d'aujourd'hui. Alors évidemment, c'est pas une recette exacte parce que ça peut changer selon si vous fréquentez un réseau social, une plateforme de streaming, l'application d'une banque, la plateforme d'actualisation de France Travail, un site d'e-commerce, etc., etc. Mais si je vous pose cette question, c'est parce que je pense que la première étape, quand on décide d'essayer d'améliorer le web ou de réfléchir à comment améliorer le web, bah c'est de réfléchir à un sujet qu'on ignore souvent, c'est celui du design numérique. Alors, quand on veut améliorer le web, on pense à la régulation, on pense aux modèles économiques qui sont effectivement très importants, mais le design numérique, c'est un petit peu le parent pauvre de cette réflexion. Il y a peut-être une exception, et c'est un sujet dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est celui des dark patterns. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des dark patterns ? Absolument, ouais. Donc voilà, les dark patterns ou design manipulateur en français, c'est un concept qui s'est popularisé au milieu des années 2010. Et je reprends la définition de la CNIL, ce que je la trouve assez claire, ce sont des éléments et mécanismes mis en place dans les interfaces pour influencer les décisions des utilisateurs dans un sens qu'ils ne choisiraient pas nécessairement s'ils étaient en face d'une interface loyale et transparente. Donc, autrement dit, voilà, le design manipulateur, ça va être le faux compte à rebours sur le site d'e-commerce, ça va être le bouton donner toutes mes données écrit en gros, en gras, en vert, alors que pas donner mes données, il est en tout petit et en gris, quoi. Bon, je caricature un petit peu le sujet, mais voilà, c'est un sujet qui est important, qui d'ailleurs a fait l'objet de plusieurs régulations en Europe, plus récemment par le règlement européen sur les services numériques. Mais, le sujet du design numérique est vraiment beaucoup plus large que celui des dark patterns. Du coup, pour lancer un petit peu cette discussion, cette réflexion, je suis allée discuter avec Nolwenn Maudet. Nolwenn Maudet, elle est enseignante-chercheuse à l'Université de Strasbourg et sa spécialité, c'est justement d'étudier les interactions entre le design et le numérique. Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en gros, réfléchir au design numérique, c'est déjà prendre la mesure de son impact sur nos vies. Quand les designers ils conçoivent des plateformes numériques, il y a tout un vocabulaire qu'on utilise et qui est devenu hégémonique, comme par exemple, il faut que les choses soient intuitives. Il faut que les choses soient le plus simple possible, il faut faire le moins de clics possible, il faut pas que les gens aient besoin de réfléchir. Il y a eu un livre qui a été un best-seller dans l'histoire du design numérique qui s'appelait Don't Make Me Think. Voilà, je pense qu'on voit derrière, dès qu'on commence un tout petit peu à creuser tout ce que ça implique. Mais en fait, c'est tout cette... Il y a vraiment un appareillage idéologique qui s'est construit mais depuis les débuts du design numérique. Mais là, encore une fois, c'était pas... prédestiné, c'est aussi des guerres théoriques, enfin des guerres, c'est un peu fort comme terme, mais en tout cas des batailles théoriques très importantes entre différentes manières de voir le design numérique, mais clairement ce qui a gagné aujourd'hui et ce qui est hégémonique, c'est ce type d'adjectif que du coup on va réutiliser et qui guide vraiment les choix. Quand on dit il faut que quelque chose soit intuitif, eh bien tout de suite ça veut dire en tant que designer, je vais devoir réutiliser des choses que les gens ont l'habitude d'utiliser. Donc je copie ce que les grandes plateformes font. Et là, on retombe sur le modèle économique. Elles font des choix qui sont liés à ces modèles économiques-là, mais même des gens qui n'ont pas les mêmes modèles économiques. Je pense par exemple à des gens qui vont concevoir pour des services publics, par exemple numériques. Et bien en fait, ils sont tellement imprégnés de cette mentalité-là qu'ils reproduisent, via ces choix, notamment d'adjectifs, ils reproduisent des choix qui ne devraient pas nécessairement être les leurs. Donc, ce qu'on nous présente comme inéluctable, les éléments essentiels qui composeraient un site lambda, comme on les a décrits ensemble tout à l'heure, au final, c'est jamais une fatalité. C'est comme souvent un choix influencé par les capacités techniques du moment, des choix économiques, philosophiques, etc. Donc, une première manière de construire un autre web, si on chausse notre petit chapeau de chantier, c'est d'identifier ces éléments de design qui ne nous conviennent pas et éventuellement de les contrer. Alors pour ça, on n'a pas forcément besoin de développer un site en entier. Nolwenn Maudet, elle m'a proposé un concept que j'ai trouvé vachement intéressant qui est celui du design tactique. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Pas du tout. Alors le design tactique, c'est comme ça qu'elle qualifie toutes les ruses qui consistent via une extension de navigateur à injecter une couche de programmation pour perturber le fonctionnement habituel d'une plateforme. Un exemple très connu, c'est les bloqueurs de pub. J'allais dire, ouais. J'allais dire, est-ce que Adblock, c'est un bon exemple? Voilà, Adblock, c'est l'exemple. Perturber un petit peu la matrice. Donc ça, c'est l'exemple le plus connu. Il y en a plein d'autres. Par exemple, elle m'a cité, alors c'est un vieil exemple, mais du Amazon Killer, qui était une extension qui permettait d'utiliser
en gros la force du moteur de recherche d'Amazon pour chercher un livre et ensuite d'aller acheter ce livre sur le site d'une librairie plutôt que sur Amazon. Ah, c'est malin. Voilà. Donc c'est un truc d'extension. C'est généralement ça se base sur des extensions. Mais alors, donc cette approche, elle est intéressante, elle est relativement accessible. Le problème, c'est qu'elle a des grosses limites. Bon, déjà, les plateformes peuvent s'en débarrasser très facilement. Ouais. En témoigne la guerre menée actuellement par YouTube contre les adblockers. Justement, je vous ai mis un article en source à ce niveau-là. Et par ailleurs, et ça, je pense qu'on n'en a pas forcément conscience, la stratégie de contrer le design numérique, elle est beaucoup plus simple sur ordinateur que sur smartphone. Oui. Sur smartphone, il y a beaucoup moins ce système d'extension, etc. Parce que tout est contrôlé, tout passe par des boutiques d'applications. Et du coup, le design tactique a beaucoup plus de mal, en tout cas, à exister dans un environnement mobile. Donc, vous l'aurez compris, si changer le web actuel ou le contrer, ça sert pas à grand-chose, peut-être qu'il faut construire des nouvelles choses. Donc là encore, je me suis dit, bon, j'ai envie de concret, j'ai pas envie juste de me prendre la tête un peu dans mon coin. Donc je suis allée discuter avec une personne qui œuvre dans la pratique à l'émergence de nouvelles plateformes. Son pseudo, c'est Bootey, B-O-O-T-E-I-2-L-E, et il est le coprésident de l'association française Framasoft, qui sont des incontournables quand on parle du web alternatif. Moi, je suis très contente de parler de leur travail aujourd'hui. Donc Framasoft, c'est une asso dont le but est de libérer les pratiques numériques en faisant plein de types d'actions, notamment ils hébergent des services et des logiciels libres et ils font aussi la promotion des communs culturels en éduquant le grand public à leur utilisation, leur intérêt, etc. Alors, je le rappelle assez rapidement, un logiciel libre, c'est un logiciel qu'on peut utiliser, modifier, copier, diffuser, sans restriction technique ou juridique, en opposition donc au logiciel dit propriétaire. Par exemple, Facebook, c'est un logiciel propriétaire dans le sens où voilà, son algorithme, on peut pas le toucher, on peut pas le copier, On peut pas le modifier. on peut pas le comprendre et ça explique On peut pas le comprendre. ça explique notamment tous les problèmes qu'on a avec les propriétés de Meta. Il se trouve que Framasoft fête aussi son anniversaire. Alors Framasoft est plus vieux qu'Internet Explorer. Il fête ses 20 ans. Oh, wow. Joyeux anniversaire Framasoft. Et moi je trouve que la vision que défend l'asso, c'était déjà fort en 2004, mais ça l'est encore plus en 2024, alors qu'on a un peu l'impression que les murs du web se referment contre nous. Donc j'ai demandé à Bootey s'il était plus facile de parler de web alternatif au grand public aujourd'hui. Je pense que le grand public aujourd'hui, on peut lui parler de web alternatif, on peut lui parler de logiciels libres et tout ça, mais la difficulté dans l'adoption notamment, ça va être surtout que ça prend de l'énergie en fait. Ça prend de l'énergie de changer une habitude. C'est pas pour rien que quand on veut quitter Facebook, ça prend un mois. Ou si on se reconnecte dans le mois, notre demande d'annulation est annulée justement parce que Facebook sait très bien que une habitude met en moyenne un mois à se transformer. Donc ça demande de non seulement prendre conscience qu'il y a un problème, ensuite de se dire j'ai envie d'agir vis-à-vis de ce problème parce que je me dis que c'est possible. Il y a aussi cette notion-là. La plupart des gens ne se rendent pas compte que il y a un web alternatif qui est possible, un numérique alternatif est possible, et en plus qui existe déjà. Et une fois qu'on a pris conscience de tout ça, qu'on a eu envie de changer, qu'on s'est dit qu'on peut changer, il faut passer à l'acte. Et ça aussi, c'est du temps. Et le numérique est tellement imprégné dans nos usages quotidiens. On parle notamment de doudou numérique. Notre smartphone est une extension de nous-mêmes. On se sent nu quand on l'a plus. Du coup, c'est tellement imprégné dans nos usages quotidiens que si on veut réellement aller vers autre chose, ça demande tout simplement beaucoup de temps et d'énergie. Et l'énergie, c'est souvent quelque chose qui manque à la plupart des gens. Donc, il faut déjà motiver les gens à aller ailleurs. Et ça pose une question qui est pas si facile, c'est de quoi on a envie, en fait. Pourquoi est-ce qu'on voudrait partir ailleurs et qu'est-ce qu'on souhaite d'un autre web et qu'est-ce qui nous importe, nous, en fait, en tant qu'internautes. Et puis, est-ce que ces réponses, ce sont les mêmes pour tout le monde? Donc, je vais vous poser la question. Pauline, peut-être également Héloïse. Ça serait quoi votre liste au Père Noël, un peu, d'une expérience numérique différente? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous font rêver et vous avez un peu l'impression que vous n'y avez pas ou plus, peut-être, accès en ligne? Du low-tech. Du low-tech? Dans le sens des trucs un peu moins... Plus simple. Des sites plus simples, ouais. Merci. Pardon, je me permets de répéter après Héloïse que c'est plus simple. Non, c'est intéressant. Moi, je dirais plus d'aléatoire. C'est-à-dire... Ouais. je pense que ça existait à une période, tu sais, comme les générateurs par exemple de titres. Comme j'ai de la chance sur Google par exemple. Ouais, c'est ça. Des trucs plus random pour découvrir de nouveaux artistes, de nouveaux sites. Ça, j'aimerais beaucoup. Et surtout, plus de travail sur l'accessibilité
Surtout pour les personnes avec des situations de handicap. Et enfin, le web est très peu accessible sur la question du handicap, notamment pour toutes les personnes dyslexiques, etc., pour lesquelles le web est pas du tout accessible. Et il y a quelques extensions justement qui permettent de modifier les pages web, mais globalement très peu. Et moi, je rêve d'un web qui soit accessible pour tous et toutes, que ce soit ma grand-mère de 86 ans ou des gens qui parlent pas la même langue que nous, ou des personnes qui ont une forme de handicap, quelle qu'elle soit. Ça, c'est un peu ma wishlist idéale, quoi. Non, mais c'est intéressant. Et c'est intéressant que tu poses cette question du hasard, parce que je trouve que, en fait, on nous propose une forme de hasard, en tout cas une apparence de hasard maintenant, avec les recommandations, etc., avec le mode random sur Spotify. Mais en vérité, c'est pas du hasard. C'est ça. Et tout est très contrôlé algorithmiquement, pardon. Et tu sens que c'est vraiment un travail d'IA, pour le coup, qui a fait une recommandation personnalisée qui, selon eux, va te plaire. Et je sais pas, moi, j'ai envie de découvrir des trucs auxquels jamais on aurait pu me le proposer, parce que c'est peut-être très éloigné de ce que je regarde ou ce que je fais d'habitude. Mais c'est ça aussi qui nourrit les ponts, les liens, les nouvelles idées, puis même la découverte d'une passion. S'il faut, j'ai une passion pour le macramé, je le sais pas. Non, mais tu vois, ou pour, j'en sais rien, un type de musique d'un autre pays que je connais pas du tout. Toi, Sylvain, est-ce que tu aurais une liste d'envies pour un autre web ? Pardon, je te prends au dépourvu. C'était pas écrit sur le script. Tu m'as méga pris au dépourvu. Non, je sais pas, j'y pensais pas spécialement. Mais ouais, du low-tech, tu vois ce que disait Héloïse. Enfin, l'exemple pour moi d'une sorte de site un peu low-tech que tout le monde utilise tout le temps, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est un site qui essaie pas de te mettre des trucs partout. J'allais dire du flash, mais il n'y a plus de flash. Mais ouais, tu vois l'idée. Et pourtant, c'est une expérience où tu peux aussi en plus avoir de l'aléatoire avec ces petites pages un peu random et tout. Vrai, ouais. C'est quelque part pour moi, ça c'est l'exemple d'un site qui est fait pour durer. Alors c'est absurde de dire ça. Quel statement tu places sur Wikipédia? Je suis qui pour dire ça? Mais ouais, ce sera un peu ça. Je pense, le low-tech. Ok, non, c'est intéressant. Donc plus de simplicité, plus de hasard. Je vous rejoins un peu dans ce constat. Après, je nuancerais peut-être, tu parlais d'accessibilité, je trouve que c'est un truc qui est vachement important. Je crois qu'il est assez impossible au final de proposer une expérience en ligne qui convienne à tout le monde. Alors pas en termes forcément de handicap, mais en général. Parce que quand on cherche à construire un web alternatif, le premier constat souvent c'est de se dire, bon, le côté horizontal et massif et mondialisé des grandes plateformes, c'est un peu ça qui nous a mis dans la panade. C'est un peu ça qui, alors ça veut pas dire que le web devrait pas être accessible aux personnes avec des handicaps, hein, évidemment, mais en se disant, il faut faire des trucs pour les Français, les Américains, les Indiens. C'est difficile de contenter tout le monde au vu des différences culturelles et puis même d'autres facteurs, quoi. Tout à fait. Et donc du coup, cet aspect massif, généralement, les personnes et collectifs qui cherchent à construire un web alternatif ont tendance à le mettre de côté en privilégiant des approches plus modestes ou plus précises, en se disant si ça convient au moins à quelques personnes, c'est déjà pas si mal. Moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai fait une petite liste non exhaustive, parce que c'est impossible d'être exhaustif sur le sujet, d'options et de choses qui illustrent un petit peu les différentes zones qu'on pourrait améliorer sur le web pour voir ce qui se fait déjà et voir un petit peu si ça nous intéresse ou pas. Et on va commencer justement par l'accessibilité, parce qu'effectivement l'accessibilité c'est un vrai sujet. Alors on le rappelle, l'accessibilité c'est un mot dans lequel on peut mettre plein de choses en vérité, mais généralement on entend le fait de rendre le web plus accessible aux personnes porteuses de handicap. Ça peut être des handicaps moteurs, ça peut être des handicaps de vision, ça peut être même des handicaps en termes de neurotypie par exemple, de neurotypie ou de neuroatypie en l'occurrence plutôt, de dyslexie, etc. Et alors moi il y a un exemple que je trouve vachement intéressant, dont on parle beaucoup ces derniers temps, c'est celui de l'alternative texte. Alors, je sais pas si je sais que toi tu l'utilises, Hello, parce que j'ai déjà vu des posts où tu l'utilises. Donc l'alternative texte, c'est la description d'une image qu'on va partager sur les réseaux sociaux. C'est utile à bien des égards. C'est déjà utile pour les lecteurs d'écran utilisés par les personnes malvoyantes. Donc voilà, par exemple, je poste une image, si on postait une image de moi là tout de suite sur le plateau, je la décrirais comme moi, une femme aux cheveux courts avec des barrettes en forme de cœur, sur le plateau de mon émission Internet Exploreuse. Devant moi, j'ai une adorable figurine en forme de Hatsune Miku, une héroïne populaire sur Internet. Je pense que je ferai un truc un peu comme ça. Bon, donc ça c'est utile pour les personnes qui sont malvoyantes ou aveugles, parce que du coup elles ont une idée de ce que je partage
messages sur Internet. Mais ensuite, ça peut être aussi utile pour des questions de recherche. Par exemple, ça rend ton post plus recherchable via les moteurs des différents réseaux sociaux. Donc, l'alternative texte, c'est une pratique qui existe depuis assez longtemps en ligne et que pas mal de plateformes ne proposent, sauf que la plupart des plateformes n'en faisaient pas du tout la promotion. C'était là, mais les gens l'utilisaient pas. Sur Twitter, par exemple, il y a de l'altexte depuis assez longtemps. C'est comme ça que je le connais, moi, personnellement. Mais c'est pas vraiment poussé en avant. C'est pas la norme aussi d'utilisation aussi. Tout à fait. Et il y a 2 réseaux où actuellement on utilise beaucoup plus de l'altexte. C'est 1, Mastodon, et 2, Blue Sky. Donc Mastodon et Blue Sky, 2 réseaux sociaux dont on a déjà parlé dans Internet Exploreuse, parce que voilà, c'est des réseaux qui ont quand même pas mal qui se sont popularisés ces derniers mois dans le contexte de l'explosion de X/Twitter. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Blue Sky et Mastodon n'ont pas tout à fait la même approche du alt-text. Par exemple, sur Mastodon, alors Mastodon, c'est un réseau social décentralisé, donc c'est-à-dire que non seulement on peut le fréquenter en fréquentant des serveurs qui vont avoir des règles différentes, mais en plus, on peut le fréquenter en utilisant plein d'apps différentes. Donc, l'expérience type de Mastodon n'existe pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est que sur la version à nu de Mastodon, si je tape mastodon. Mon nom d'instance, l'alternative texte va être mise en avant au travers d'un code couleur. C'est-à-dire que, et je crois que j'ai mis une petite illustration pour illustrer mon propos. Voilà, là par exemple, ça c'est un post que je voulais faire sur Mastodon avec une image d'Internet Exploreuse. Et comme vous le voyez, en haut, on a une petite bulle sur laquelle je peux cliquer pour mettre un alt texte. Et si je ne l'ai pas mis, il est en jaune. Voilà. Donc ça peut être en jaune, en orange, il peut y avoir un warning, etc. Au moins, tu le vois, quoi. Voilà, on le voit. Donc il y a quand même un truc qui attire ton regard. Et sur certaines applications de Mastodon, on va encore plus loin, c'est qu'on peut activer une option qui vous interdit de poster une image si vous n'avez pas mis d'alt texte. Sur Blue Sky aussi. Et sur Blue Sky, sur Blue Sky également, ils ont un peu, alors copié, je sais pas, mais en tout cas, ils ont adopté cette même approche, alors qui est intéressante, mais qui a provoqué des débats, qui est de dire pourquoi est-ce que cette option, elle n'est pas activée par défaut ? Pourquoi est-ce qu'on se dit que l'alt-text, c'est un peu une option auquel on peut penser, alors qu'au final, ça serait peut-être pas un geste très compliqué de mettre un très léger grain de sable dans le fait de poster un contenu et de nous empêcher de le poster tant qu'on n'a pas mis un tout petit alt-text. Et ça, je trouve que c'est des questions qui sont vachement intéressantes parce que on se rend bien compte que le fait de faire une option bien foutue en design, ça ne suffit pas à créer une culture et qu'il faut aussi en fait une culture collective en faveur de l'accessibilité pour que ça devienne un vrai sujet. Donc ça, c'est juste une illustration de l'accessibilité. En vrai, on pourrait en faire plein d'émissions, mais que je trouvais assez intéressante. Je vais rester sur Blue Sky et Mastodon pour parler cette fois-ci d'un autre sujet qui nous intéresse particulièrement toutes les trois, c'est la modération. Voilà. Bon, vous savez que l'un des gros sujets et l'un des gros problèmes du web d'aujourd'hui, c'est la modération des contenus, notamment la modération des contenus haineux, etc. Blue Sky et Mastodon sont des plateformes qui tentent de proposer d'autres modèles différents de modération. Donc la modération telle qu'elle s'applique sur la plupart des réseaux actuellement, c'est une modération qui est très centralisée, sur Facebook, sur TikTok. Il y a des équipes de modération qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas capables en vrai de gérer tout ce flux d'informations constant. Donc la modération ne fonctionne pas. Sur Mastodon, puisque c'est une plateforme qui est décentralisée, on est également sur un modèle de modération décentralisé. Quand on s'inscrit sur Mastodon, on s'inscrit sur ce qu'on appelle une instance ou un serveur, c'est-à-dire que on a accès à une expérience de Mastodon qui est autogérée par la personne qui va gérer ce serveur et qui va y imposer ses propres règles, etc. Généralement, ce serveur sera connecté à plein d'autres serveurs, enfin tous les autres serveurs de Mastodon, et c'est ce qu'on appelle un fonctionnement en archipel. C'est des archipels de réseaux sociaux qui vont communiquer. J'allais dire, est-ce que c'était comme si quand tu choisis ton île dans Animal Crossing au début, quoi. Et donc tu vois, t'as parlé d'archipel, donc c'est super. Exactement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand ça s'applique à la modération, c'est que non seulement la personne qui gère l'instance Mastodon va pouvoir choisir de retirer les contenus de son choix. Donc, voilà. Je te signale, moi, utilisatrice, moi, mon instance est XYZ, par exemple, voilà, qui était une instance francophone assez importante en 2017, car voilà, je suis une vieille de la vieille de Mastodon. Donc, je peux signaler des contenus problématiques au propriétaire de l'instance qui va la supprimer ou pas. Et par ailleurs, si par exemple il y a un serveur qui applique des règles particulièrement permissive, typiquement, je sais pas moi, un serveur néo-nazi, ça peut exister. Mon instance peut choisir de couper les ponts, de couper toute transmission entre ce serveur et mon serveur. Donc là, on est sur un format assez particulier de modération, qui est pas parfait, mais qui est quand même assez différent. Et assez novateur, ouais. Et assez novateur, ouais, tout à fait. Blue Sky, à l'inverse.
Blue Sky, c'est assez intéressant parce que Blue Sky, en théorie, est un réseau social à l'architecture décentralisée, mais qui, dans les faits, pour le moment, a plutôt une utilisation assez centralisée. C'est-à-dire que la majorité de ces services sont opérés par une seule entreprise. C'est pas censé être le cas pour toujours, mais pour le moment, vu que c'est encore un réseau assez neuf, on en est encore là. Et donc, Blue Sky a une équipe de modération qui gère les signalements les plus graves. Voilà, ils peuvent décider de bannir un utilisateur, une utilisatrice, etc. Après, Blue Sky propose d'autres options qui, elles, pour le coup, sont communautaires. Des systèmes qui permettent à chacun de gérer son expérience de Blue Sky comme ils l'entendent. Ça passe par 2 options principales que moi, je trouve assez intéressantes. D'un côté, il y a le système des étiquettes. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'être une personne qui va proposer des étiquettes à des comptes. Par exemple, je ne sais pas si un sujet qui vous importe beaucoup, c'est la transphobie. Vous pouvez choisir d'étiqueter les comptes avec propos transphobes et des personnes peuvent s'abonner à vos étiquettes pour les voir apparaître en fait sur votre expérience de Blue Sky. Voilà. Et l'autre option, c'est l'option des blocklists. L'option des blocklists, c'est un peu pareil. Je choisis de faire une blocklist sur un thème de mon choix. Voilà. Transphobie. Personne transphobe, par exemple. On va rester sur ce sujet. Et les personnes peuvent s'abonner à ma blocklist pour bloquer automatiquement toutes ces personnes que j'ai bloquées. Alors, c'est assez intéressant comme principe, c'est assez novateur. Ça a aussi, en vrai, des effets de bord assez importants, potentiellement. Déjà, sur Blue Sky, l'acte de bloquer est répertoriable et public. Si vous bloquez quelqu'un, vous pouvez, ça peut être répertorié. Sur Clear Sky. Voilà, tout à fait. Héloïse parle de Clear Sky, qui est un site qui est proposé par un développeur indépendant qui effectivement permet de voir qui bloque qui et qui bloque qui a été bloqué par qui, etc. Okay. Liste aussi. Et les listes. Et les listes aussi, etc. Donc, qui a créé les listes, qui est-ce que tu as mis sur ces listes, etc. Tout à fait. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a un peu ce côté, très idéal du design numérique de se dire tout en clair, tout en public, c'est une bonne chose. C'est transparent, sauf que bon, on sait très bien que l'acte ça donne quoi. On sait très bien que l'acte de bloquer, c'est pas un acte qui est innocent, qui peut aussi provoquer du harcèlement. Voilà, tu m'as bloqué, pourquoi tu m'as bloqué, machin. Donc bon, il y a déjà cette question qui se pose. Et puis ensuite, les blocklists, elles peuvent être détournées. Il y a rien qui empêche une personne de vous mettre dans une blocklist. Je sais pas. Moi, par exemple, j'ai été mise dans une blocklist. Ah ouais, t'es dans une blocklist. Oui, j'ai été mise dans une blocklist qui, de ce que j'ai vu un peu des contenus, a l'air d'être plutôt une blocklist de gens d'extrême droite. Mais il y a énormément de gens cette blocklist, donc elle a été faite. Je sais pas si elle a été faite de manière malveillante ou juste mal fichue. Ouais. Mais voilà. Ok. C'est assez facile de détourner ce principe. Oui. Et par ailleurs, en ce moment-là, ce système de modération de Blue Sky a été mis sous pression, vraiment très très fortement, à cause de la présence d'une personne qui s'appelle Jess Singal. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jess Singal ? Il me dit quelque chose. Une personnalité qui est bien connue de X parce que c'est une personne qui a souvent qui tient très régulièrement des propos transphobes et qui attaque régulièrement les personnes trans. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Blue Sky a fait l'objet d'une pétition. Donc la direction de Blue Sky a reçu une pétition d'utilisateurs, notamment trans, qui disait voilà, vous avez autorisé la création du compte de Jess Singal. Nous, on estime que cette personne contrevient à vos règles d'utilisation. Pourquoi est-ce que vous ne le bannissez pas ? Et Blue Sky a répondu en gros, pour nous, cette personne ne contrevient pas à nos règles telles qu'on les a établies. En revanche, on vous encourage à utiliser les options qu'on vous donne, les options bloquées, les options bloquées, etc. Ouais. Sauf que pour certaines personnes, c'était pas suffisant. C'est-à-dire que si vous nous proposez un système qui est à la fois décentralisé et communautaire, est-ce que la centrale, si vous n'appliquez pas ces règles, est-ce que ça veut pas dire que vous vous déchargez un petit peu vos responsabilités ? Voilà. J'ai pas une opinion très forte sur la question, mais ça montre à quel point ces sujets de modération et de changement de comment on modère les contenus en ligne, ils sont pas si simples à régler, quoi. Non, c'est pas si simple à régler. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont indignées sur ces listes de blocage parce que, comme tu le disais très justement, Lucie, c'est que en fait, ça peut être mal utilisé dans le sens où on sait que là, en tout cas sur Blue Sky, de ce que j'ai pu constater, on sait qu'il y a plein de personnes, on va dire un peu malveillantes de Twitter, parce que je dirais toujours Twitter, je ne veux pas changer de nom. Nous, on dit Twix. Twix, c'est pas mal en vrai. T'as vu ? Donc, il y a plein de personnes un peu de droite, en tout cas un peu malveillantes, etc., qui ont essayé de venir sur Blue Sky, enfin en tout cas qui essayent, pour dire on va venir vous embêter, les wokistes et les gauchistes, et qui du coup eux-mêmes peuvent créer leur liste, etc. Et je me demande juste si du coup ça remet pas un truc aussi où
j'ai l'impression que Twix, à la grande époque, c'était aussi, tu pouvais découvrir des gens qui faisaient des trucs intéressants, des chercheurs-chercheuses, des journalistes, etc. Et que du coup, ce truc de blocking list, à la fois, je le comprends totalement parce que tu as envie d'être dans un espace qui est safe pour toi et pour les personnes que tu aimes et tu n'as pas envie de voir des trucs horribles comme tu pouvais voir sur Twix. Et en même temps, est-ce que c'est quoi le critère en fait pour bloquer? À quel point tu fais confiance à la personne qui a fait la blocking list? Par exemple, toi, tu te retrouves sur une blocking list, tu sais pas trop pourquoi. Enfin, tu vois, donc ça. Oui, et personnellement, très sincèrement, je m'en fiche un peu. Tu n'es pas vexée. Je ne suis pas vexée et comment dire, ça ne me dérange pas d'être sortie de l'expérience de certaines personnes, mais il y en a d'autres qui peuvent mal le prendre et ce qui se comprend tout à fait. Il y a des personnes qui ont plus besoin de visibilité que d'autres pour plein de raisons. Ouais, c'est clair. Et puis ça peut devenir un outil de harcèlement, mais comme beaucoup d'outils de design, en fait. Comme les outils de modération de Facebook et d'Instagram, par exemple, sont régulièrement détournés. J'ai cru que t'allais. Je peux pas. Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Tu veux nous faire des signes avec un... on a essayé de trouver une ardoise pour que tu puisses commenter, mais hélas, oui. Oui, non. Oui. C'est intéressant que tu parles de safe space parce que je pense que c'est un des désirs que beaucoup de personnes ont actuellement en ligne, et c'est de se construire un espace vraiment où on se sent en sécurité, notamment quand on est une femme, une personne minorisée, etc. Et ça pose une autre question, c'est est-ce que le web peut être plus féministe ? Si je pose cette question, et donc ça sera ma troisième catégorie, c'est que ces dernières années, on a vu émerger des réseaux sociaux qui revendiquent le fait de créer un safe space en ligne pour les femmes. Je peux citer plusieurs applications. Là, je vous ai mis un article des Échos qui en parlait. Il y a les Martine, Meuf. On peut aussi citer l'application The Sorority. Alors, qui n'ont pas tout à fait le même fonctionnement, mais globalement, elles ont toutes le même point de départ qui est seules les femmes peuvent les utiliser. Et comment est vérifiée cette information? C'est que pour s'y inscrire, il faut proposer une copie de sa carte d'identité et un selfie de son visage pour vérifier que la carte appartient bien à l'utilisatrice de l'application. Et donc, alors dans le cas de Meuf et Martine, c'est un réseau social assez classique. Meuf ressemble pas mal à Instagram en fait. C'est ça, c'est un peu dans la même vibe. C'est beaucoup de la partage, un peu de photos, un peu de commentaires, un peu de texte. Voilà, très classique. C'est assez classique, tout à fait. Ouais. The Sorority, c'est un peu différent. C'est un réseau social qui propose en gros d'utiliser le GPS de ton smartphone pour te géolocaliser sur une map mise à jour constamment avec toutes les utilisatrices de l'application, et qu'en gros, si tu es dans une situation de danger, comme beaucoup de dangers peuvent arriver malheureusement aux femmes dans l'espace public, tu peux lancer l'alerte et les utilisatrices à proximité en fait sont prévenues et peuvent venir te venir en aide. Alors, ce sont des services qui se sont développés ces dernières années, qui moi personnellement me questionne pour pas mal de raisons. Déjà, c'est de la sécurité des données, mine de rien, le fait de produire une copie de ta carte d'identité à un service qui est, alors c'est pas des entreprises, c'est pas des services commerciaux dans le sens où, en tout cas dans le cas de Sorority, il y a pas de pub. Dans le cas de Meuf, j'en suis pas sûre, faudrait que je vérifie. Mais voilà, en tout cas, donner sa carte d'identité à un réseau social, c'est jamais neutre. D'ailleurs, Facebook peut demander la carte d'identité. Par exemple, si votre compte est bloqué, il peut demander à vérifier votre identité. Et puis, ça pose aussi des questions pas si simples sur, par exemple, l'inclusion des personnes trans. Si je suis une femme trans mais que je n'ai pas fait ma transition administrative, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas accès à ces réseaux, par exemple? Pour Meuf, pour le coup, pour en avoir discuté avec Claire Soucault, du coup, qui est la fondatrice, parce qu'elle a beaucoup été interrogée là-dessus, elle explique que pour les femmes trans, même s'il n'y a pas eu changement à l'état civil, ils acceptent. En gros, il faut juste envoyer un petit message pour expliquer la situation, et elles se veulent, en tout cas, dans cette appli-là, être le plus inclusive possible pour les femmes trans. Mais bien sûr, pour les autres, les Martines, je connais pas, par exemple. Mais en effet, ça pose la question aussi pour, tu le dis, les personnes trans, même les personnes non binaire, pour une inclusivité plus grande aussi, quoi. Tout à fait. Et en vrai, je trouve que ça pose la question plus généralement de à quel point on veut être radical dans le contrôle de notre expérience. C'est-à-dire que là, on propose en gros un videur à l'entrée pour s'assurer que dans la boîte, il n'y ait que des femmes. Il n'y a pas de relou. Voilà. Mais il y a aussi des démarches qui ne vont pas seulement sur la surcouche du web, mais aussi sur la sous-couche. Et je voulais vous citer notamment une démarche que moi j'aime beaucoup, qui est celle du mouvement des serveurs féministes autogérés. Ouh, t'as vu, ça claque. Alors, je vais notamment faire référence à un exemple. C'est un article de Panthère Première, qui est un site qui est vraiment super, un magazine qui est vraiment super, qui avait interviewé l'une des fondatrices ou l'une des co-gérantes en tout cas de Anarcha Server. Anarcha Server, c'était donc un serveur, même plusieurs serveurs féministes autogérés depuis la communauté de Calafou en Espagne. Alors malheureusement, donc l'article que je vous cite là de Panthère Première, il date de 2019. J'ai regardé. Entre temps, j'ai l'impression qu'Anarcha Server
serveur, le projet n'existe plus vraiment, ou en tout cas, elle donne plus de nouvelles sur leur wiki depuis 2022, ce qui est dommage. Mais en vrai, il y a plein d'initiatives du même genre qui est en gros de se dire, bon, pour construire un web féministe, ça implique aussi de gérer ses données, de gérer ses archives. Et pour ça, en fait, on peut pas faire confiance à n'importe qui, et c'est à nous, femmes féministes, de gérer nos propres serveurs. Donc là, on est vraiment sur une approche en profondeur, en fait, du web, de se dire, voilà, je veux contrôler ce web de bout en bout. Et ça pose une autre question, c'est quelle catégorie de personnes a plus souvent le contrôle technique du web ? Bon, on en parle souvent, c'est les hommes, les pays occidentaux, etc. Mais non. Oh là là. Donc voilà. Je rigole, Lucie, mais c'est quelle nouvelle? Je suis choquée. On avait dit qu'on avait un peu d'espoir. Je vais vous en donner, promis. Car la 4e catégorie, c'est comment construire un web plus écolo. Alors ça, c'est un sujet très intéressant. Dont on parle souvent, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises dans Internet Explorer, parce que c'est des sujets qui nous importent. Et moi qui pensais un peu naïvement être assez au courant de ce qui se faisait en la matière, Nolwenn Maudet, elle me l'a fait découvrir sous un autre angle. Nolwenn, elle fait partie d'un collectif qui s'appelle Limite Numérique, qui est un projet français de recherche pour mieux comprendre les interactions entre design, obsolescence logicielle et matérielle. Et donc, j'ai commencé par la base de la base. Je lui ai demandé, c'est quoi concrètement imaginer un site plus respectueux de l'environnement ? En fait, l'écologie et le numérique, c'était presque toujours pris du point de vue technique, c'est-à-dire c'est une question d'optimisation. Le numérique est sur une pente croissante, c'est-à-dire les émissions de CO2 liées au numérique vont croissante, ce qui n'est pas du tout ce qu'on devrait faire. Mais du coup, la réponse, c'était, en fait, il faut qu'on optimise. Si on arrive à optimiser les choses, on va forcément réussir à réduire les impacts. Et donc, la question était vraiment venue du point de vue technique, et c'est encore le cas. Parfois, il y a certaines personnes qui nous disent, mais ce que vous faites, ça sert à rien, c'est un problème technique. Or, moi, je pense que c'est pas du tout le cas, et on travaille sur cette question avec le numérique. Je pense que les choix de design ont un impact. C'est-à-dire, les choix de design, je sais pas à quel point les gens en sont conscients, mais ils orientent vraiment quand même les pratiques. C'est-à-dire, le bouton qu'on va mettre en avant, ça va avoir un impact parce qu'ensuite ça enclenche des dynamiques sociales, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à faire prendre le pli aux gens de faire des stories, de faire des vocaux plutôt que des messages écrits, d'envoyer des images, d'envoyer des vidéos, en fait ça devient socialement la norme, ça devient aussi très difficile de ne pas le faire, et du coup on va vers une augmentation, par exemple si on passe des messages écrits aux messages vocaux ou aux messages vidéo, en fait c'est pas du tout la même échelle en termes de données dans ce qu'on envoie. Et donc, en fait, à terme, ces choix-là qui peuvent paraître vraiment anodins, genre mettre le bouton créer un vocal au même niveau que d'envoyer du texte, avec la même facilité d'usage pour les deux, à terme, ça va faire en sorte qu'on va être obligé de faire augmenter l'infrastructure, puisque on va partager beaucoup plus de données que pour faire des vocaux, il faut avoir un micro en bon état de marche sur son smartphone, ou si on veut faire de la vidéo, en général, on aime bien du coup avoir une vidéo de bonne qualité, donc du coup, ça va peut-être nous inciter à racheter un smartphone qui a un meilleur appareil, et c'est là qu'en fait se joue le lien entre le design. Je vais un peu vite, donc je sais pas si c'est très clair, mais voilà, que des choix qui, à petite échelle, individuellement, ont un effet vraiment peut-être minime, en fait, à terme, vont participer à cette augmentation de l'infrastructure et au fait qu'on va racheter des nouveaux smartphones, des nouveaux matériels, des tablettes et ainsi de suite, ce qui va, in fine, participer au fait que l'empreinte du numérique va croissante. Donc ce truc des petits choix, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et Nolwenn, elle avait plein d'exemples pour l'illustrer. J'ai choisi mon préféré, elle m'a cité le cas du Low Tech Magazine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Low Tech Magazine. Pas du tout. Donc c'est un magazine qui, comme son nom l'indique à peu près, interroge l'impact des technos sur notre planète et notre société. Okay. C'est un magazine qui existe depuis 2007, donc c'est pas un magazine récent. Et depuis 2018, la version en ligne du Low Tech Magazine est hébergée sur un serveur équipé d'un panneau solaire. Et ce qui est rigolo, c'est que quand vous allez sur le site du Low Tech Magazine, voilà, je vous ai mis une capture d'écran. Vous pouvez consulter où en est la charge de ce panneau solaire. Donc en fonction de la météo. Super etc. drôle. Et alors c'est ultra intéressant parce que ça rend très concrète la matérialité du web. Voilà, le fait que aller sur le web, c'est pas qu'ouvrir un ordinateur ou ça dépense de l'énergie. Il faut que tu charges le panneau solaire. Tout à fait. Et il arrive que ce panneau solaire soit déchargé et du coup le site est tout simplement hors ligne. Et le Low Tech Magazine, ils assument, ils disent oui, au final, c'est pas très grave si vous n'avez pas accès à notre site tout le temps. Nous ne sommes qu'un site sur l'écologie. Et si de temps en temps on n'est pas là, c'est pas la fin du monde. Et ça, c'est assez radical comme approche parce que le web qu'on nous vend, nous, aujourd'hui, c'est un web qui est tout le temps là. Mais c'est très anticapitaliste parce que j'allais te demander, c'est quoi le modèle économique aussi ? Enfin, j'imagine que c'est quelque chose
bénévole et peut-être parce que ça pose la question de aussi parce que c'est un web qui est fait par des entreprises, le fait que ce soit à dispo tout le temps et là le fait de dire oh c'est pas grave, il y a pas de trafic donc du coup potentiellement il y a pas de revenus, etc. Enfin je sais pas, ça vient à bouleverser un petit peu. La question du financement est importante et on va en parler juste après, effectivement. Okay, pardon, non, je t'en prie. Je t'en prie. D'habitude c'est Héloïse qui prend de l'avance sur mes chroniques, donc c'est bien, tu reprends son rôle, je me sens comme à la maison. Bref, on l'aura compris, construire un autre web, en fait ça passe par plein de manières différentes. Et ce qui est important de le dire, c'est que tout le monde ne sera pas d'accord. Et c'est ok. Tout le monde n'utilise pas les mêmes services. Un truc qui marchera pour une personne individuelle ne marchera pas forcément pour un collectif, une entreprise, un média. Voilà, on est un média Origami qui diffusons sur Twitch. Hein, on n'a pas exactement une démarche extrêmement low-tech, hein, on en a conscience. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est construire un autre web, c'est partir du principe que ce qu'on va construire sera pas forcément pratique, intuitif. Et moi, c'est ce que je trouve assez intéressant, en fait, dans toutes ces démarches. Et donc, pour revenir à Framasoft, voilà, qui sont un peu dans ma chronique, en tout cas, nos petits ouvriers, nos petites ouvrières d'un web alternatif. Bon, Framasoft, on l'aura compris, ils ne croient pas en la commercialisation du web via la monétisation de nos données. Ok, très bien. Mais ça ne veut pas dire que Framasoft ne s'inspire pas des GAFAM. Et ça, c'est intéressant. Framasoft, il gère depuis quelques années une initiative qui s'appelle l'initiative Dégooglisons Internet. Trop cute. Elle est trop mignonne, l'illustration. C'est trop chou. Donc voilà, le principe de dégoogliser Internet, c'est de dépendre moins dans sa vie quotidienne de services développés par les GAFAM, hein, pas que Google, donc voilà, Apple, Facebook, Amazon, etc. Et du coup, sur le site de Framasoft, vous pouvez retrouver toute une liste très pratique de logiciels libres qui viennent faire alternative à plein de services que vous utilisez tous les jours. Google Maps, Zoom, Slack, Doodle, YouTube, etc. Et alors déjà, c'est très pratique. Hein, moi, j'en utilise très souvent. J'utilise très souvent les services de Framasoft. Et par ailleurs, ça peut paraître étonnant de se dire que copier les GAFAM, c'est une manière comme une autre de faire un autre web. Et d'ailleurs, c'est pas une vision qui est partagée par tous les partisans du web alternatif. Hein. Ça peut faire polémique. Mais pour Bouteille, donc le coprésident de Framasoft, imiter le web dominant, ça ne veut pas dire qu'on trahit forcément les idéaux d'un web alternatif. Je suis assez partisan de l'idée du pas de côté. En fait, c'est construisant un numérique alternatif et faisant en sorte que le pas de côté, un numérique alternatif, une société alternative, ce qu'on veut, et faisant en sorte que le pas de côté soit le moins énergivore possible et du coup, pour ça, il faut donc préparer des alternatives qui sont chouettes, qui sont conviviales, qui donnent envie d'aller vers elles, mais il faut aussi permettre aux gens de ne pas s'y retrouver totalement perdus. Donc moi les alternatives, par exemple l'alternative Peertube qu'on développe pour YouTube, c'est une alternative qui se veut plus conviviale à YouTube, c'est une alternative qui se veut émancipatrice aussi, mais qui veut pas non plus chambouler entièrement tous les codes de comment on fait de la vidéo et tout ça, parce que le but c'est de faire en sorte que le grand public puisse facilement faire un pas de côté. Après pour moi, il y a un vrai enjeu à réfléchir un numérique autrement. Je suis assez fan des idées de low-tech et notamment aussi d'un courant littéraire qui s'appelle le solarpunk et qui consiste à réfléchir le futur d'une manière enviable. On a nos imaginaires qui sont pollués par les États-Unis. On a tout le temps une vision catastrophiste et plus que catastrophiste, apocalyptique de ce que pourrait être l'avenir. Je suis assez fan de l'idée de commencer à réfléchir à quoi ressemblerait concrètement un avenir enviable et du coup de construire des imaginaires positifs. Je pense que il nous faut réfléchir à des alternatives numériques qui soient enviables, positives, qui s'affranchissent totalement des codes du capitalisme. Bon, sans naïveté non plus, hein, on va pas dire que les actions individuelles vont remplacer les changements systémiques. Et là, on en revient au sujet de la régulation des plateformes. Et puis, les modèles économiques des plateformes dominantes doivent être questionnés. Par ailleurs, ça je l'ai dit aussi, on évolue sur un web qui est de plus en plus dominé par les smartphones. Or, les smartphones, ce sont des univers numériques dans lesquels on a très peu la possibilité de bidouiller. C'est possible, mais c'est moins facile que sur ordinateur. Et puis enfin, et ça on en vient à la question de la finance, construire un web alternatif, ça ne veut pas dire construire un web gratuit. Et ça demande de repenser en fait complètement la manière dont on finance le numérique. Et si je vous parle aussi de Framasoft aujourd'hui, c'est parce que Framasoft a lancé sa campagne de dons annuels pour financer ses actions en 2025. Donc je me permets de faire un petit shout-out. Je vous encourage à participer à leur campagne de dons si vous en avez les moyens et l'envie, parce que voilà, moi je trouve que c'est des gens qui font un travail vraiment sympa sur le sujet.
Bref, vous l'aurez compris, rien de tout ça n'est simple. Mais en fait, quand on y réfléchit, le web commercial tel qu'on nous le vend aujourd'hui, il est pas simple non plus. Non. On nous vend l'illusion de la simplicité, mais c'est assez compliqué en termes de conséquences, en termes d'utilisation, etc. Donc, quelle que soit votre vision d'un web idéal, moi, je vous souhaite une année 2025 bien bordélique, mais un bordel que vous avez choisi. Merci. On va faire les petits applaudissements. Voilà, donc c'était la fin de ma capture d'écran. D'habitude, Héloïse a toujours un petit mot sympathique à me dire. Bonjour. Je vous propose du coup maintenant que la capture d'écran est finie, qu'on active le mode lent. C'est donc l'heure d'activer le mode lent. Donc le mode lent, je vous le rappelle, c'est une nouveauté de la saison 2 d'Internet Exploreuse. Une fois qu'on a fait notre capture d'écran, on aime bien prendre le temps avec notre invité de réfléchir, de réfléchir un peu, d'élever le débat, d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on vous a présenté. Et en l'occurrence, voilà, toi Pauline, t'es une personne qui réfléchit beaucoup à Internet, au web et à ses fonctionnements. J'essaye. Notamment par un angle, pas le seul, mais l'angle qui va nous intéresser là tout de suite, c'est celui des masculinistes en ligne. Oui. Donc tu es, je le rappelle, l'autrice d'un essai qui s'appelle Former à la haine des femmes aux éditions J.C. Lattès, que Héloïse et moi on a adoré et qu'on vous recommande très fortement. Voilà, on a la couverture en illustration. Pourquoi est-ce que je parle du travail de Pauline ? C'est parce que toi, dans ton bouquin, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu me démontres bien non seulement comment les contenus masculinistes sont de plus en plus populaires en ligne aujourd'hui, mais tu démontres bien comment en fait cette popularité se nourrit notamment des structures du web tel qu'il existe aujourd'hui. Absolument. En fait, le truc, c'est que, à mon sens, il serait faux de dire juste les contenus masculins ont explosé et les gens aiment ça et donc du coup c'est pour ça que ça marche. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'il y a ces deux monstres qui se nourrissent, quoi. C'est un monstre à deux têtes. D'un côté, il y a des influenceurs du masculinisme qui ont très très bien compris comment fonctionnent les plateformes, c'est-à-dire notamment qu'il faut faire une certaine longueur de contenu, qu'il faut mettre des sous-titres pour que ça puisse être vu sans le son, de la musique dramatique. Enfin, il y a plein de choses comme ça, des petits trucs en fait, mais qui sont de la professionnalisation en fait de l'influence. Et de l'autre côté, des plateformes qui, même si elles changent leurs algorithmes assez régulièrement, déjà entretiennent le flou sur ces algorithmes-là, mais d'autre part, mettent en place des choses qui font faire remonter dans les algorithmes et rendre plus populaires des contenus qui sont pas parfois très bienveillants. Et sur le masculinisme, ce que j'explique moi quand je suis en formation, notamment, c'est que en fait, les contenus masculins, dans tous les cas, ils provoquent quelque chose chez nous. Ils provoquent soit j'allais dire de l'amour, en tout cas de l'adhésion, soit une haine immense. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est pas le genre de contenu que tu scrolles en te disant « Ah ouais, ok ». Enfin, ça provoque quelque chose de très... C'est clivant, oui. Ouais, ça propose quelque chose de très viscéral. Et je pense que c'est de plus en plus le cas sur les contenus qu'on peut retrouver en ligne. C'est toujours des contenus qui visent à provoquer une réaction chez nous qui soit très viscérale, très polarisante, etc. Et donc forcément, on va avoir envie de s'engager avec un contenu qui nous fait réagir, liker, commenter, s'indigner, ce que vous voulez. Et donc, plus on s'engage avec un contenu, plus a priori, l'algorithme comprend que on l'aime bien, ou en tout cas, ce contenu, il est valable d'intérêt, donc il remonte dans l'algorithme, il est montré à encore plus de monde qui ont ces mêmes réactions, etc., etc. Et ce qui fait que ces contenus-là commence à rapporter de l'argent aux plateformes parce que on reste plus longtemps sur l'app et donc du coup on peut voir des publicités, donc on ramène de l'argent à ces plateformes-là et donc les plateformes n'ont aucun intérêt à supprimer les contenus masculinistes, notamment entre autres types de contenus, parce que c'est des contenus qui au final participe à leur fonctionnement. Ouais, ça rapporte de l'argent à la plateforme et puis en plus les influenceurs font toujours hyper gaffe à rester sur le fil, quoi, vraiment de ce qui est permis dans les conditions d'utilisation. C'est-à-dire qu'on va jamais avoir des propos ouvertement, genre de tuerie de masse sur les femmes. En tout cas, c'est très rare. Mais on va avoir des sous-entendus, de la métaphore, etc., qui fait qu'on reste sur une limite où c'est misogyne, mais on tombe pas sur les termes insultants classiques, j'ai envie de dire. Donc, en fait, les plateformes participe à ce genre de mouvement. Et je parle, moi, des vidéos masculinistes parce que c'est comment dire, mon sujet d'intérêt. Mais en fait, je pense qu'on peut l'appliquer pour énormément de contenus aussi racistes, xénophobes, LGBTphobes sur Internet, en fait. C'est des stratégies qui s'appliquent aussi à d'autres mouvements en ligne, quoi.
La raison pour laquelle on voulait te lancer ce sujet pour commencer, c'est que donc là, on vient de parler un peu des structures du web. Enfin, comment est-ce que, comment changer la manière dont fonctionne le web pour que ça soit plus inclusif, etc. La question qu'on peut se poser encore plus radicale, c'est qu'en fait, est-ce que finalement tout ça n'est pas vain? Est-ce qu'il faudrait pas mieux juste quitter les plateformes, quitter les réseaux sociaux et on laisse tomber? Est-ce que toi, dans ton taf, t'as l'impression qu'il y a des plateformes qui sont pires que d'autres actuellement? Ouais, de fou. Mais qui est surpris si je dis que, à mon sens, Twix, c'est la pire. Enfin, pour moi, c'est la pire des plateformes parce que j'ai du mal. Donc toujours, la forme actuelle du coup de X. Hein, ouais, vraiment... la forme actuelle de X depuis son rachat par Elon Musk et je dirais même depuis le début de la campagne présidentielle américaine. Je trouve assez récemment au final. Ouais, je trouve qu'il y a eu une accélération en fait quand Musk a racheté Twitter pour en faire X, ça commençait à être irrespirable. Mais tu sais, c'est comme quand t'es coincé dans un ascenseur et que quelqu'un a lâché une bombe puante, quoi. C'est vraiment au début tu tiens un peu, mais au bout d'un moment c'est juste irrespirable. Et depuis le début de la campagne, en fait, ce que je remarquais, c'est que moi je voyais plus du tout les médias. Alors que je suis journaliste, donc je suis principalement des médias et d'autres journalistes. Je voyais plus du tout les médias et je voyais que des pastilles bleues. Que des certifs partout, des gens qui parlaient de crypto. Donc les certifications, on le rappelle, c'est à une époque, ça a été un système qui était censé reconnaître les personnalités publiques de Twitter. Ouais, les médias, les gens vérifiés, quoi. Ça pouvait être des célébrités, etc. Et ce système a été complètement bouleversé par Elon Musk, qui en a fait un truc payant. C'est-à-dire que si tu payes, tu as ta coche bleue. Ouais, ce qui fait que en fait les principales personnes qui ont ces coches bleues, souvent c'est des gens qui soutiennent à fond l'idéologie aussi d'Elon Musk. Beaucoup de gens qui vont être un peu dans la start-up, la crypto, ce genre de choses. Et je voyais que des trucs comme ça. Et notamment, moi j'ai couvert pas mal là pour notamment le magazine La Déferlante qui est super chouette, allez le regarder. Une enquête sur la désinformation autour de la boxeuse Iman Khelif pendant les JO de Paris. Et pendant cette période-là, la désinformation raciste, classiste, misogyne et transphobe sur cette boxeuse, c'était principalement sur Twitter que ça se passait, sur X. Et relayé par des comptes très importants, notamment celui d'Elon Musk, de Donald Trump, de J.K. Rowling, etc. Et repris par tous ces coches bleues. Et ce qui fait qu'en fait, comme ces coches bleues apparaissent plus, t'es noyé dedans. Ça ne veut pas dire pour autant que sur d'autres réseaux, la désinformation, en tout cas, c'est plus agréable de naviguer. Je pense notamment, moi j'ai beaucoup travaillé sur TikTok sur la question des masculinistes. TikTok, pareil, ça fait partie pour moi des algorithmes qui peuvent participer à de l'auto-radicalisation. Il y a eu beaucoup d'enquêtes de médias américains qui montrent qu'à partir d'un point de vue, on va dire assez large, comme la politique ou le sport ou la santé mentale, on peut arriver au bout de quelques heures de scroll à des contenus néo-nazis, d'incitation au suicide, enfin voilà, des choses. Ça veut pas dire que tout sur TikTok est mauvais, mais l'algorithme et la structure participent au fait que c'est pas forcément une plateforme tout beau, tout rose. En fait, je pense qu'il y a aucune plateforme dans laquelle c'est mieux que les autres. Parce qu'elle fonctionne quand même beaucoup de la même manière maintenant. Ouais. Enfin, on parlait au début de l'uniformisation du web. C'est ce dont parlait Nolan Monel, le fait que tout le monde fait pareil, y compris les sites qui n'ont pas besoin de faire pareil. Ouais, toi comme moi, on connaît bien France Travail parce qu'on est pigistes toutes les deux. Désolée, je te out comme chômeuse. Non mais c'était très drôle la manière dont t'as dit. Toi et moi, on connaît bien France Travail. Et c'est vrai. Oui, on connaît très bien France Travail, voilà, bien sûr. Pauline et moi, on est pigistes. Oui. Et donc les pigistes, on est chômeuses. Oui, on peut cumuler en fait allocation chômage et revenus, voilà. Et donc France Travail, un réseau social. Oui, France Travail, je sais plus comment ça s'appelle, mais moi, le France Travail du Nord me harcèle pour que je m'y inscrive et je ne comprends pas pourquoi France Travail a besoin d'un réseau social. Mais parce que je pense que maintenant, il y a un peu ce truc aussi avec l'avènement du community management et tout. Enfin, je pense qu'il y a vraiment cette idée de la part de plein d'entreprises hors du numérique, on va dire, pur et hors des réseaux sociaux, de voir l'explosion et l'intérêt, en fait, pour des plateformes, enfin, je veux dire, même en termes d'historique et de symbolique, Facebook ou Twitter, etc. C'est des réseaux, waouh, il y a un fondateur un peu visionnaire et puis ça change la manière dont les gens communiquent. Enfin, il y a quelque chose de très symbolique là-dedans. Et du coup, il y a plein, je pense, d'entreprises qui se disent
on va créer notre propre système, ça a pas l'air si compliqué, sauf qu'en fait, si c'est compliqué de faire un réseau social, c'est compliqué de créer une communauté, de gérer une communauté. Ouais, et de tout ce dont tu parlais, c'est-à-dire mettre en place de la modération, faire en sorte que l'architecture elle fonctionne bien, sur quel serveur tu te bases. Enfin, je me rappelle, il y a encore quelques années, il y avait eu je crois que c'est OVH, non, qui est du côté de Strasbourg, qui avait brûlé, non, il y avait pas, il y avait enfin, en fait, il y a plein de choses auxquelles il faut penser quand tu crées un réseau social. C'est pas juste tu crées une messagerie et les gens ils peuvent poster ce qu'ils veulent. Enfin, et je pense que c'est important de sortir un peu de ça en vision architecturale aussi et de design, de penser le web communautaire, si on veut parler de web communautaire. Autrement, parce qu'en effet, il n'y a aucune plateforme qui est parfaite et toutes les plateformes se ressemblent, mais à tel point que moi, je reviens de plus en plus sur Facebook. Parce que ça en a tiré un onomatopée à Héloïse. Pas pour le fil d'actualité de Facebook que je trouve vraiment claqué, mais je trouve que les groupes Facebook, selon des centres d'intérêt, ont conservé, je trouve, un endroit de découverte, d'échange, de partage, avec leurs propres règles aussi de modération et tout. Un peu comme les forums. Ouais, c'est ça, que j'ai pas retrouvé. Moi, j'étais moins sur les forums, j'ai plus été dans des groupes Facebook de par mon âge, je pense, et mes pratiques Internet. Mais ce qui fait que je me surprends un peu à retourner sur ces espaces-là, parce que c'est une forme de safe space aussi, dont on parlait, parce que l'architecture est claire, les règles de modération elles sont claires, et t'inquiète pas qu'il y a l'un des administrateurs ou administratifs pour venir t'engueuler si t'as pas fait une annonce comme il faut. C'est intéressant. Et je sais pas, alors pas pour tout, mais voilà, sur des groupes queer par exemple, des groupes d'écriture, des choses comme ça. Je sais pas, c'est une réflexion que j'ai eue il y a pas longtemps. Je me dis, mais je retourne sur Facebook et je pense que je suis peut-être pas la seule à opérer ce retour un peu rassurant dans un truc contrôlé, quoi. Alors c'est intéressant, je l'ai pas mis dans ma capture d'écran parce que j'avais déjà trop de trucs à dire. Je sais que Framasoft, l'une de leurs stratégies, c'est de s'adresser aux groupes militants et aux assos. En gros, eux et elles, leur réflexion, c'est de se dire, bon, les micro-gestes de dégooglisation, c'est sympa, mais déjà, c'est pas évident, et deux, on le dit souvent sur Internet Exploreuse, Internet, c'est pas que de la technique, c'est aussi les gens qu'on va y trouver, les communautés qu'on va y construire. Et du coup, Framasoft, ils ont ce truc de sensibilisation en fait des collectifs. Non, voilà, on vous apprend si vous voulez à vous servir de tel ou tel logiciel pour organiser vos réus, pour discuter entre faire vous, de l'éducation aussi à l'usage. Et qu'après, ça peut un peu irriguer et ruisseler le ruissellement qui fonctionne. Ruissellement. On l'a trouvé auprès de gens qui fréquentent le collectif. C'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'organisations et je pense que ça passe aussi par le collectif et par les organisations. C'est pour ça que je reparle des groupes Facebook, mais je pense qu'il y a vraiment un truc dans l'usage collectif d'Internet autour d'une seule pratique. Enfin, par exemple, dans mon collectif de journalistes, je sais qu'il y a une grosse réflexion aussi justement sur la question des données personnelles. On est plusieurs à être plus ou moins proches de certaines associations comme la Quadrature du Net, par exemple, donc qui qui milite aussi pour un peu plus de sensibilisation sur ces questions de données personnelles. Et on essaye de passer justement à Framasoft et d'arrêter de faire des doodles H24. Et ça paraît bête, mais comme on est 22, et 22 c'est un petit groupe de personnes à une échelle plus grande, en fait là ça fait 6 mois que... Donc l'équivalent de doodle chez Frama, c'est Framadate, si je me trompe pas, qui fonctionne vraiment très bien. Mais ça fonctionne très bien, mais c'est juste en fait une question... d'habitude. Ouais, c'est ça, d'habitude, d'usage, d'automatisme aussi. Donc ouais, c'est intéressant, je trouve. Et je pense que la force du collectif vient de là parce que ça ruisselle sur l'individuel, t'en parles à d'autres personnes. Et puis, on est tous et toutes dans plein de collectifs entre nos potes, nos familles, si on milite dans notre taf. Au final, on est des kaléidoscopes, au final, de plein de groupes. Waouh. En parlant d'habitude, bonne ou mauvaise, t'es encore sur Twitter, toi, ou pas? Ouais. Le seum. On dirait que je viens de dire que j'ai recontacté mon ex après une soirée arrosée. Je me suis beaucoup posé la question au moment où tout le monde s'est beaucoup posé la question, je pense il y a quelques semaines. Et puis surtout, en plus je trouve qu'en tant que journaliste qui traite des nouvelles technologies, il y a un rôle qui est pas facile parce que je dirais pas que les gens regardent vers toi en mode pas comme modèle, je dirais pas jusque là, mais forcément ton avis a une importance et une forme de valeur parce que tu connais un peu ce sujet-là aussi. Et surtout, moi qui travaille sur les questions de masculinisme et d'extrême droite et d'Internet, comment dire que Twitter, on est vraiment au centre de... Il y en a quelques-uns, oui. Ouais, on est un peu au centre de la pyramide, quoi. Et donc, du coup, je me suis beaucoup posé la question et moi, j'ai choisi pour le coup un mimi, c'est-à-dire que
je conserve mon compte sur Twitter, je n'y poste plus rien dessus, mais il reste là parce que je pense que c'est intéressant d'y rester pour observer ce qui se passe, notamment du côté de l'extrême droite, de la désinformation, du conspirationnisme, etc. Moi, dans mes sujets de recherche, en tout cas. Surtout il me semble qu'on peut plus consulter maintenant Twitter si on n'a pas de compte Twitter. C'est ça. Ouais, il y a même C'était pas le cas avant. Avant, c'était beaucoup plus ouvert. Même la recherche avancée, ce genre de choses. Et en fait, il y a encore plein de gens qui continuent à utiliser Twitter, notamment quand je vais dans des classes, je fais de l'éducation aux médias. Il y a plein d'ados qui utilisent Twitter et qui, à mon avis, eux, quand je leur dis Twitter, Elon Musk, ils en ont rien à cirer. Pour eux, c'est uniquement pour, par exemple, faire des reacts à la Starac. Mais je lisais un journaliste qui disait l'autre jour, il y a 2 types de personnes sur Twitter encore. Il y a l'extrême droite et les ados. Et je pense que c'est assez vrai. Enfin, les ados ou les jeunes. Non, mais genre les fandoms, par exemple, les fandoms de pop stars, ce genre de choses. Les fandoms d'émissions de télé, ou alors juste moi, les ados, quand je leur demande qu'est-ce que vous faites sur Twitter, parce que pour moi, c'est un truc très de journaliste, quoi. Ouais. Et eux, ils sont en mode, on regarde des mèmes, on regarde des trucs sur le foot. Enfin, en fait, il y a certaines pratiques adolescentes aussi dont on n'est pas au courant parce qu'on n'est plus adolescente aussi. C'est normal. Et du coup, je trouve que c'est important de rester sur Twitter aussi pour ça, pour aussi un peu regarder ce qui se fait en termes de la jeunesse. Mais moi, j'ai plus envie de poster dessus. Et aussi, alors, au-delà de l'aspect politique, c'est parce que moi, j'ai l'impression que ça ne marche plus de poster dessus. Dans le sens où moi, j'utilise Twitter notamment pour faire des appels à témoignages, récolter des histoires, contacter des gens. Et je peux pas contacter la moitié des gens parce que tu peux plus leur envoyer de message privé. Tu fais un appel, si tu poses une question à la communauté, allez, t'as peut-être 1 ou 2 réponses, mais ça reste très minime. Donc, en fait, ça ne marche plus pour l'utilisation, en tout cas, que moi, j'en avais de manière très personnelle. Ouais. Alors, justement, tu parles d'utilisation personnelle. Donc, quand t'es journaliste, c'est bien sûr. Tu représentes pas et c'est normal. Oui. Il y a aussi la question collective. Et là où ça nous paraissait intéressant d'en parler dans le mode lance, c'est qu'il y a eu toute la question de la position des médias dans sur Twitter. Il y a plusieurs médias qui ont annoncé leur départ ou qui ont juste carrément quitté Twitter. Qui n'ont même pas annoncé, qui ont fait cette ciao. Il y a le Guardian, il y a Ouest France, il y a Mediapart qui récemment, j'ai mis un article là-dessus, annoncé qu'ils quittaient X. Alors eux, leur argument, c'est parce qu'en fait, ils estiment qu'ils n'ont pas à être sur une plateforme de désinformation, qu'effectivement est devenu hyper X. Intéressant. Et je sais que Origami, par exemple, en tant que média, vous avez annoncé que vous alliez quitter Twitter/X. Du coup, Héloïse, tu pourras pas nous expliquer en grand détail, mais moi, de ce que je comprends des discussions qu'on avait eues toutes les deux, t'allais faire de la synthèse vocale sur ton smartphone, j'hésite un peu, mais je crois que Sylvain, il va me tuer si je fais ça. Non, il veut pas. Non. Vous avez échappé à un truc incroyable. Héloïse, je l'explique pour les gens en podcast, Héloïse a sorti son smartphone et était prête à taper, je pense, sur Google Traduction. Sur Google Trad des questions. Nia parle à sa place. Non, alors, hoche de la tête si je traduis bien votre philosophie. En gros, visiblement chez Origami, vous avez eu cette discussion en disant est-ce qu'on quitte Twitter, et en fait vous étiez tous d'accord, mais vous aviez juste pas pris le temps d'en discuter ensemble. Origami. Et que c'est vrai que déjà, comme tu le disais Pauline, Twitter, ça a perdu de son intérêt pour les médias, parce que ça a jamais été un gros pouvoir d'audience, faut le dire. Twitter, ça a jamais. Mais sur certaines communautés, c'était quand même vachement important en termes d'influence d'y être. Le jeu vidéo en particulier. Notamment, j'allais dire, notamment sur le jeu vidéo. Twitter a été une grosse plateforme pour les jeux vidéo, clairement. Vous, quand vous avez fait votre levée de fonds, le fait d'être sur Twitter a été vachement important. Mais finalement, ça nous ramène pas tellement de personnes maintenant. Il y a plus trop de reach, on va dire. Oui, contrairement à ce que vous pouvez faire sur Twitch, sur Twitch évidemment, mais sur Blue Sky, même sur Mastodon. Franchement, vous avez un meilleur reach sur Mastodon que sur Twitter maintenant. Alors que oui, parce que je suis la seule d'Origami à être sur Mastodon. C'est du coup, elle surveille les stats. Donc je regarde un petit peu. Mais voilà, donc il y a des médias qui ont fait le choix de partir, et puis il y a aussi des médias qui ont fait le choix de rester. Et ça, c'est le cas par exemple de Reporter, qui récemment a pareil fait un article pour expliquer un petit peu sa position. Voilà, je l'ai mis dans les sources si ça vous intéresse. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que Reporter, leur discours, c'est de dire parler d'écologie, c'est parler d'extrême droite. C'est très très lié. C'est clair. Et que comme toi, tu dis que c'est bien de rester à observer, eux ils disent pour nous c'est important de rester pour donner quand même des informations fiables sur ces sujets qui sont régulièrement récupérés par l'extrême droite. Alors, si je comprends bien, pour le coup, Reporter, ils sont dans une dynamique aussi de continuer à partager, à poster. Parce que je trouve que c'est pas forcément la même chose de dire je reste pour observer, parce que moi, c'est une position un peu lâche, on va pas se mentir. Si tu restes et en fait, tu observes le chaos, mais tu n'y participes pas. Là où Reporter, il y a un truc un peu
courageux, je sais pas, ça dépend comment on l'interprète. Moi, je trouve ça courageux de dire, malgré cet océan de désinformation et de pratiques algorithmiques questionnables, on va continuer à partager des nouvelles fiables. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais tu vois, ça aurait pu être une position de juste, on reste, mais on... Moi, je la comprends, la position de dire on reste pour continuer à partager des informations fiables, parce que c'est notre travail aussi d'exister dans d'exister et de continuer à faire notre travail de journaliste. Après, moi, je trouve que ça repose la question de la structure, c'est-à-dire que est-ce que tu peux vraiment encore faire ton taf, en fait, dans ces circonstances. Voilà, déjà, Twitter 1 amène une vraie guerre contre les liens. Hein, le fait de poster un lien extérieur sur Twitter, ça te dévalorise très très fortement, ce qui est le cas sur d'autres réseaux sociaux aussi, hein, parce que Twitter prend beaucoup Twix prend beaucoup d'attaques justifiées avec Elon Musk, mais il n'y a pas que. Je veux dire, c'est une vraie question nous médias, nous ne sommes pas en contrôle de ces plateformes sur lesquelles on évolue. Et puis voilà, donc et puis il y a aussi cette question de la violence, quoi, hein, quel type de média va se prendre le plus de violence par rapport à d'autres, etc. Enfin, c'est pas des sujets faciles. Et c'est des sujets, je trouve, qu'on a tendance à un peu caricaturer, dans un sens comme dans un autre. Notamment, voilà, avec ce sujet des bulles de filtre, par exemple, que moi... Oui, je sais. Moi, je suis pas fan du concept de bulles de filtre. Est-ce qu'on peut l'expliquer ? Bien sûr. Les bulles de filtre. Alors, les bulles de filtre, c'est un concept qui existe depuis les années 2010, hein, globalement, qui supposerait que le fait d'être sur les réseaux sociaux, ça t'enfermerait dans une bulle, donc, qui correspondrait à tes opinions, tes intérêts, etc. Et ça serait renforcé par les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux. Les contenus recommandés et hyper personnalisés et de plus en plus personnalisés. Tout à fait. Moi, le concept de bulle de filtre, et je suis pas la seule, hein, c'est pas moi qui ai inventé le fait de remettre en question les bulles de filtre. Quoi ? C'est pas toi qui l'as inventé ? C'est pas moi, je détiens pas tout Internet. Moi, le concept de bulles de filtre, et je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Pauline, il me questionne un peu parce que je trouve qu'on a un peu tendance à faire du techno-déterminisme dans cette histoire. Je suis d'accord. Ouais, parce que je trouve que c'est assez naturel dans la vie de s'entourer de personnes qui nous ressemblent. Quand tu te fais tes potes, tu vas pas dire oulala, il faut que j'ai un pote de droite, un pote de gauche, un pote de Toulouse, un pote de Reims et un pote de Paris. Comme ça, j'aurai accès à tout. Je veux dire, la juste neutralité de tes potes, comme il y aurait une neutralité médiatique. Et la neutralité des médias n'existe pas, et la neutralité dans l'amitié n'existe pas. C'est assez naturel. La neutralité dans l'amitié, mais là. Non, mais voilà. Mais oui. Ça n'a pas de. À mon sens, c'est un peu simple de réduire ça. Ce qui ne veut pas dire que les phénomènes de radicalisation n'existent pas. Ah, mais oui, absolument. Mais vouloir s'entourer de personnes qui vous ressemblent, c'est pas un truc de réseaux sociaux. C'est aggravé peut-être ou accéléré par les structures, mais c'est un phénomène assez humain au final. Ouais, et puis même, tu vois, comment j'ai travaillé sur la question de l'auto-radicalisation, par exemple, sur les réseaux sociaux. En fait, ce que la plupart des chercheuses disent, la plupart de ce que les chercheurs disent, pardon, j'ai eu un accent marseillais d'un coup, c'est que on peut pas, tout blâmer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. C'est pas parce que tu regardes 3 vidéos de platistes que tu deviens platiste. Enfin, et moi, ce que je dis sur le masculinisme, c'est pas parce que tu regardes 4 vidéos de mecs qui disent soit un vrai mâle alpha que tu vas devenir un tueur de masse et tuer toutes les femmes dans ton lycée. En fait, c'est juste que Internet est un médium culturel comme un autre, et il faut le prendre en compte comme un médium culturel comme un autre, et donc ça participe à nos idées, notre environnement, de la même manière que notre famille, nos amis. Mais comme tu le dis, en fait, le truc, c'est que généralement, qui se ressemble s'assemble, on est potes avec des gens qui nous ressemblent, et je pense qu'en fait, la grille d'analyse des bulles de filtre, elle pouvait être intéressante au début. C'est-à-dire qu'on est apparu et qu'on a fait tous on est manipulé par les algorithmes, qu'est-ce qui se passe, pourquoi pas, mais en fait le truc c'est que là ça fait plus de 10 ans, faut passer à autre chose. je trouve qu'elle est trop simpliste et elle peut pas tout expliquer, et je trouve que ça participe aussi à un argumentaire de médias mainstream qui n'y connaissent rien à Internet et de parents un peu flippés notamment, de dire c'est la faute aux grands méchants réseaux sociaux, en oubliant que les réseaux sociaux s'ancrent aussi dans une architecture, dans un contexte sociopolitique. Par exemple, s'il y a du masculinisme, c'est pas que à cause des réseaux sociaux, c'est parce qu'on vit dans un environnement patriarcal et d'extrême droite. Enfin voilà, en fait c'est juste que des fois il y a une accélération, ou en tout cas une facilitation au niveau des outils, mais ça ne reste que des outils à mon sens. Il faut les prendre comme des outils. Rouillés, certes, mais des outils. Il me semble, agite la tête si tu es d'accord, Héloïse, il me semble que c'est une bonne conclusion à notre mode long. Qu'en penses-tu ?
Elle est d'accord. Eh bien, alors, en théorie, on aurait dû passer au même Explique-moi. Le problème, c'est que le même Explique-moi était censé être géré par Héloïse. Comme vous pouvez le constater. J'allais parler de Sonic. Héloïse allait parler de Sonic. Et Héloïse, voilà, on a décidé. Je précise que c'est pas moi qui l'empêche de parler, hein, c'était un commun accord. On a décidé qu'on allait passer le même Explique-moi parce que clairement, on n'est pas en état. Mais je vous reparlerai de Sonic un de ces jours, quand j'aurai retrouvé la voix. Oh là Non, là biche, là là. trop de peine. Donc, du coup, maintenant que les mèmes nous ont été retirés, est-ce qu'il ne serait pas temps, tout simplement d'aller toucher de l'herbe? Bah oui. Allez. Donc, on passe directement à Va toucher de l'herbe, notre chronique de conclusion d'Internet Exploreuse, qui est un petit peu une petite discussion sur laquelle on discute un petit peu, voilà, de ce qu'on a fait pour s'éloigner un petit peu des écrans ce mois-ci, car il n'y a pas que les écrans dans la vie. Je suis allée au bar et ça m'a valu ça. Voilà. Héloïse a assisté. Super, je vais rester devant mes écrans maintenant. Vous voulez savoir de la faute de qui c'est la faute? De qui c'est la faute? C'est de la faute d'un podcast qui s'appelle ZQSD. Ouais. C'est à cause des ZQSD qu'elle a la voix comme ça, là. Non, mais regarde-le. C'est honteux, ils ont tué la concurrence et tout. Ils se sont dit, on est Ça va vraiment pas. concurrencés par ces deux meufs qui font des podcasts d'1h30 par rapport à nos podcasts de 7 heures. Pardon, ZQSD, on vous aime quand même. Bref, donc, Héloïse, pour toucher de l'herbe, elle va prendre du Strepsil, je pense. Ah, mais j'en ai pris déjà 3 aujourd'hui. C'est ça le Elle va problème. boire beaucoup de tisane avec du miel. J'ai vidé ma bouteille de miel et tout. On est sur un truc, Et avoir une grosse écharpe comme ça. Tu sais, les écharpes. D'ailleurs, pardon, je vais faire peut-être un. Pourquoi c'est la mode des cagoules de nouveau? C'est un excellent va toucher de l'herbe. Non, mais je viens d'avoir une connexion dans ma tête entre eux. C'est vrai? Mais alors, parce que je vois beaucoup de TikTok. Ok, j'ai beaucoup de choses dans ma tête, pardon. Je viens de penser, je vois plein de meufs sur TikTok. Apparemment, c'est redevenu cool d'avoir soit des espèces de grosses écharpes que tu peux mettre en mode capuche, soit une cagoule carrément. Et j'ai vu des meufs un peu genre parisiennes chic. Vous voyez les TikTok un peu edit, Your Parisian Girl, ce genre de choses. De cagoule. Et moi, j'ai des souvenirs traumatiques. Je sais ce que tu vas dire. De cagoule d'enfant. Enfin, je veux dire, j'ai grandi. T'as été une enfant à cagoule? J'ai été une enfant à franges, à lunettes rouges, rondes, petites comme ça, et à cagoule. Donc forcément, j'avais pas un style de fou dans la cour de récré, vous en doutez. T'étais juste en avance. Mais tu sais, les cagoules vraiment qui t'enferment la tête et où t'as hyper chaud, là, comme ça. Et voilà. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi ce genre de vêtements traumatiques est de retour en mode. Voilà. Parce que ça tient chaud, non? Pardon, je tente une explication pragmatique. Non, et puis ça peut être joli. Mais en fait, le truc, c'est que c'est toujours pareil sur la mode et pour des éléments qui reviennent, c'est joli sur des femmes qui sont déjà très jolies de base. Et je me dis, ça va pas à tout le monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je crois que j'ai jamais porté de cagoule de ma vie. C'est vrai? J'ai jamais été au ski. J'ai jamais eu de... Fais l'expérience un jour de la cagoule que tu mets à l'envers un peu trop vite. Comment ça, à l'envers? Bah, tu sais, imagine si tu veux mettre ta cagoule et en fait, ta tête, elle est derrière. Et tu fais une quirelle, tu vois ce que je veux dire? Et tu le mets, et tu sais, tu veux sortir vite, et voilà. Mais du coup, tu vois rien, tu vois rien. Il est où le trou? Derrière. Tu sais, tu veux la mettre un peu vite pour sortir, et après, mais parce qu'en plus, moi, j'avais des lunettes, du coup, je les mettais pas bien. Enfin, bref, mais c'est très personnel, je pense, c'est pour ça, c'est très... Voilà, on est en train de faire Lucie, pardon. Pauline, tu voulais nous parler d'autre chose, je crois, durant ce va toucher sur de mon l'herbe. script, il n'y a pas écrit cagoule, Pauline. Pardon, excusez-moi, je me suis embordée. Comment t'as touché de l'herbe ce mois-ci, Pauline? Moi, j'ai touché de l'herbe, alors pas avec des cagoules, du coup. Le combo serait incroyable, ce serait vraiment incroyable. Moi, depuis septembre dernier, j'ai repris la danse. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais plus jeune, et puis j'avais arrêté parce que la danse est quand même un milieu assez grossophobe, on va pas se mentir. Et moi, je suis une femme grosse, et du coup, pendant longtemps, j'ai hésité à m'y remettre parce que je me sentais pas très à l'aise avec ça. Et j'ai trouvé la danse parfaite pour moi, qui est le walking. Et le walking, c'est... Alors, tu l'écris comment? W-2-A-C-K-I-N-G. Et là, la personne avec un pantalon rose, c'est ma prof. C'est ma prof de walking. Et le walking, c'est une danse qui a été créée dans les clubs gays en Californie par des hommes racisés. Noirs, latinos et asiatiques. À la base, c'est vraiment une danse de club pour parler de la condition de l'homosexualité. Et ça se fait sur de la disco et de la disco underground. Donc, c'est beaucoup de mouvements de bras. Ça ressemble beaucoup à du voguing, en fait, mais
Et qu'est-ce qui le différencie ? C'est un petit. Alors, en fait, les danseurs de walking détestent qu'on dise que ça ressemblait du voguing et inversement. C'est le type de musique qui change souvent. Là où le voguing, c'est un peu plus lent et saccadé en termes de rythme. Là où le walking, c'est un peu plus en rondeur. Et je pense qu'il y a des mouvements qui sont un petit peu différents aussi. Mais voilà. Donc, c'est pas décoré, c'est de l'impro. Hein. C'est beaucoup d'impro et c'est beaucoup toujours les mêmes mouvements de bras et c'est des rythmes et tu peux les changer, etc. Et voilà, j'ai une prof. Elle danse vraiment très bien. C'est ma prof, elle est trop forte. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Sophia Stanik. Et voilà, elle fait des workshops assez régulièrement en région parisienne et ailleurs. Elle est incroyable, elle est trop marrante en plus. Donc, elle donne vraiment confiance même quand t'as pas pratiqué depuis longtemps. Et par exemple, dans mon cours, on est des gens d'une vingtaine d'années jusqu'à des personnes d'une soixantaine d'années, ce qui est assez cool de se dire c'est une danse assez inclusive, peu importe ton physique et tout. Donc voilà, comme ça, je touche de l'herbe 1h30 par semaine en bougeant des bras. Trop bien, trop bien. Voilà. Ça me donne envie, effectivement. C'est vrai ? Ouais, ça a l'air assez stylé. Tu pourras venir au spectacle et faire des comme ça, là. Voilà. Mais ça s'appelle des comme ça. Tu fais comme ça, comme ça. Après, tu fais derrière. Ouais. Tac. Attends, faut que je... Tac, tac. Et après, hop, tu vois, t'as mis derrière. Ouais. Tu remets devant. Et tu refais comme ça. Et après, tu refais vite. Tac, 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 tac. Mais voilà, tu l'as. Et ben Tu voilà. fais avec 2 doigts. Tu fais comme ça. Tu fais tac, 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 tac. Bien. Et voilà, vous l'avez. Ouais, c'est bon. Incroyable. C'est bon, Vous êtes on prêts est pour la parti. compète. On est parti. J'espère que vous l'avez fait aussi chez vous. J'aime bien comment Héloïse a décidé, c'est la fin de l'émission, c'est bon, elle nique sa voix pour de bon. Allez hop, je parle maintenant. L'hebdo ? Quoi ? Non. Non. Est-ce que tu veux m'introduire pour le va toucher de l'herbe ? Lucie, il paraît que t'as un va toucher de l'herbe un peu spécial. Légèrement spécial. Un peu spécial. Un peu spécial. Un tout petit peu spécial dont tu veux nous parler aujourd'hui. Ouais, j'ai pas beaucoup touché de l'herbe en décembre. Au contraire, j'ai beaucoup bossé pour une excellente raison, c'est que je vais toucher de l'herbe beaucoup en mois de janvier car je pars en congé maternité. Choc-bar ou quoi ? Voilà. Voilà, ouais, je suis enceinte et j'accouche bientôt. Et pardon, je suis un petit peu émue parce que c'est la première fois que j'en parle en public, donc ça me fait un peu bizarre. Voilà, donc la raison pour laquelle cette édition est un peu particulière, c'est que c'est aussi ma dernière émission d'Internet Exploreuse pour la saison 2, en tout cas. Mais ne vous inquiétez pas, on a trouvé une remplaçante de chic et de choc, car attention, roulement de tambour. La voici. J'enlève mon masque de Scooby-Doo. Voilà, donc Pauline VFX dans cette émission d'Internet Exploreuse. Donc Pauline Ferrari va me remplacer pour la fin de saison d'Internet Exploreuse, donc pour 6 épisodes à partir du mois de janvier. Ouais. Je suis trop contente de te confier les clés. Parce je suis trop émue que tu me confies les clés. Et trop honorée, surtout. Non, mais vraiment, vous allez faire un super taf toutes les deux. Ça va être chouette quand j'aurai retrouvé ma voix. Oui, quand Héloïse se sera soignée, évidemment. Donc on le rappelle, hein, Pauline déjà, on suivait ton taf depuis longtemps. T'avais déjà collaboré un peu avec Héloïse lors de Furax, où vous nous aviez terrorisés. On avait fait de la ASMR d'extrême droite, ouais. Voilà. Peut-être que ça reviendra. Allez regarder l'épisode. Je sais pas si je l'avais gardé finalement dans le best-of. Mais... Sylvain, il a pas aimé. Donc voilà, Pauline va me remplacer. Vous allez faire du super taf. Voilà, moi, en vrai, je voulais juste en profiter pour vous remercier parce que Internet Exploreuse, c'est mon bébé. Je suis la maman 1 ou la maman 2, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment mon bébé. C'est une émission que je prends vraiment beaucoup de plaisir à animer depuis 1 an, que je prends beaucoup de plaisir à écrire aussi, et je me considère comme vraiment très chanceuse déjà d'avoir pu rencontrer Héloïse et que t'aies pu parce que c'est toi en fait qui m'a proposé au départ de faire cette émission. J'ai dit j'ai envie de faire une émission sur internet avec Lucie. Oh. Et elle m'a dit oui, donc c'est trop beau. Et franchement, c'est l'une des opportunités les plus cool de ma carrière jusqu'ici. Enfin, je m'éclate vraiment. Je suis vraiment très contente de la manière dont l'émission a été réceptionnée par l'audience d'Origami, alors que voilà, on proposait un truc qui parlait pas de jeux vidéo et tout, donc dans un média jeux vidéo, ça peut faire peur. Et puis j'ai des collègues trop cool, non seulement Héloïse, mais aussi toute la bande d'Origami, évidemment Sylvain, avec qui je bosse quand même très régulièrement. Regardez-le. Putain, mais cette gueule. Les personnes qui nous écoutent en podcast, revenez juste à ce moment-là de l'émission. Donc voilà, c'est ça mon programme pour les prochains mois, c'est un petit peu moins d'internet et un petit peu plus de changement de couche. Donner la vie, c'est ça son programme pour les prochains. Et voilà, c'était trop bien.
J'ai 10 épisodes trop chouettes. 11 épisodes. Mais déjà, bon anniversaire à votre émission. Merci. Et puis, tu reviens dans tous les cas. Alors voilà, tu reviens. Là, je suis un peu en mode. Mais t'as le droit d'être ému. Non, mais t'as le droit d'être ému. J'étais un peu émue, ouais. Voilà, c'est un gros donc, moment. On le précise, alors vous le savez si vous suivez Origami, là actuellement, il y a une saison 2 qui va se finir. Si Origami rempile pour une saison 3, je reviens pour une saison 3. Il n'y a pas de souci. Rappel promo. Donc je rappelle. Pour assurer la saison 3. Voilà, donc pour assurer. Donc ça, c'est des annonces qui ont été faites par Origami la semaine dernière, qui est que Origami s'est fixé un objectif pour pouvoir assurer sereinement une saison 3. Cet objectif étant d'atteindre les 3500 backers sur Patreon. 3500 backers payants sur Patreon. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on vous parle de promotion actuellement, une belle promotion sur Patreon à moins 30%. C'est que voilà, encore une fois, Origami, et c'est aussi pour ça que j'adore collaborer avec Origami en vérité, c'est que c'est un média qui a un financement différent, qui a un financement qui voilà, dépend de son audience. Et voilà. Donc tout ça pour dire que si saison 3 revient, si saison 3 existe, Internet Exploreuse sera de retour et je serai de retour. Je vais pas vous dire que je serai fraîche et reposée. Si, t'inquiète. Néanmoins, je serai là. Voilà. Et évidemment, je continuerai à suivre vos aventures. Moi, je vais regarder Internet Exploreuse. On va trouver une manière de te mettre quand même. J'allais te demander, est-ce qu'on peut pas mettre un portrait de toi derrière? Ça fait partie de nos plans diaboliques. Donc, on va trouver un moyen. Faut que tu sois toujours un peu avec nous. Un petit fond vert. La dernière fois, dans la dernière hebdo d'Origami, Sylvain s'est mis dans un cadre et je me suis dit peut-être qu'on pourrait me mettre dans un cadre. Franchement, j'adorerais que tu sois présente dans un cadre. Mais pas de bouger autour parce que vraiment après, c'est non, après ça fait un peu glaucasse quoi, mais ouais, grave. Mais en tout cas, on va en prendre soin de ce plateau. Mais grave. Dans Explora. J'avoue. Oh là là, c'est bon. Ma tête juste là. Mais oui, je sais que vous allez en prendre soin. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire. J'espère que ça sera pas de la SMR politique. Que des émissions en ASMR. On verra, avec peut-être. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment suivre le travail de Pauline déjà sur les réseaux sociaux. Oui. Pauline Ferrari sur Instagram, sur La Nouvelle Explora. Sur Blue Sky, la Nouvelle Exploreuse. La Nouvelle Exploreuse. La Nouvelle Exploreuse. Absolument. Et voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Bah ouais, ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça fait beaucoup. On vous avait prévenu que c'était une édition très spéciale. Un anniversaire, plus de voix, un congé mat. Allez hop, c'est bon. Bouclé, c'est rangé. Je pense qu'il est peut-être temps de se dire sur cette émission. Voilà, c'est la fin d'Internet Exploreuse. D'Internet Exploreuse, cette émission. J'ai promis Héloïse que j'allais pas pleurer. Je fais beaucoup d'efforts là actuellement. On vous remercie évidemment de nous avoir suivis. Déjà Pauline, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de l'invitation. Tu seras de retour le mois prochain du coup en tant qu'exploreuse. Apparemment oui. Est-ce que ça s'est bien passé ce stream? C'était incroyable. Moi j'ai beaucoup rigolé. Mais j'ai hâte que Héloïse retrouve sa voix pour qu'on continue à rigoler. Promis, d'habitude c'est un peu plus structuré. Là ça l'était un peu moins d'habitude. Ça me va, j'aime bien le chaos, moi ça me dérange pas. Mince. Putain, mince. C'était comme la garante de l'ordre dans cette émission, il faut le dire. Je suis très méthodique et très organisée. Maman part. Et nous quoi. Et bien donc du coup, vous retrouverez Pauline à partir du mois prochain à l'animation Internet Exploreuse avec une invitée comme toujours, je suis sûre, de chic et de choc. Je remercie évidemment toutes les personnes qui nous ont suivis sur Twitch, sur YouTube, en podcast et sur les interwebs en règle générale. Je remercie évidemment Sylvain, notre réalisateur, qui taffe de ouf. Oh, il m'a fait un clin d'œil. Il faut pas me faire ça, Sylvain, je suis pleine d'hormones. Hein. Bon, faut vraiment que je rende l'antenne. Non, mais merci Sylvain vraiment pour son taf. Il taffe vraiment beaucoup avec Internet Exploreuse. Je pense qu'on est l'émission la plus chiante à réaliser, donc vraiment merci beaucoup. Merci à la modération d'Origami qui assure, quand on parle d'assurer un meilleur web, ça passe aussi par ce genre d'autogestion. Donc merci à la modération d'Origami qui fait un super taf sur YouTube, sur Twitch, sur notre Discord. Merci Héloïse. Merci Lucie. Merci. Tu vas vraiment me manquer. Mais voilà. Que dire d'autre? Ah oui, si quand même. Suivez-nous sur Instagram. Ouais.
on a un compte Internet Exploreuse. Je vais laisser les clés à Pauline. Donc Plein de mèmes. On verra ce qu'elle va en faire. On a également un mail, internetexploreuse@gmail.com, où vous pouvez nous envoyer des commentaires sur l'émission et également nous proposer des mèmes, parce que on le rappelle, dans le même Explique-moi. C'est génial. Vos meilleurs patrons aussi de cagoule, si vous le souhaitez. Vos meilleurs patrons de cagoule, effectivement. Vos meilleures photos de vous en cagoule, si vous le souhaitez. Après tout, pourquoi pas. Et voilà, je vais rendre l'antenne. Merci encore de nous avoir suivis. Merci de votre soutien. Je vous retrouve, j'espère, très vite. Et passez une excellente fin d'année et des bonnes fêtes si vous les souhaitez. Bye. À la prochaine.